Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club ce soir pour cette soirée 3 en 1, remobilisons-nous. On va commencer par un temps d'échange, un temps de débat. Je suis absolument ravie d'accueillir Louis-Xavier pour l'association Le Carillon, Cyril Dion, auteur, réalisateur, poète. Je te laisserai ensuite te présenter comme tu le souhaites. Julien pour l'association Cap ou pas Cap. Par ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il y a une boîte à dons juste au rez-de-chaussée du Maïf Social Club si vous voulez aller voir. Et puis tout ce débat va être présenté par Anne-Sophie Nouvel, journaliste et modératrice. Vous dire juste que dans la foulée, on aura une disco-salade qui est proposée par l'association Cap ou pas Cap, justement, avec un groupe de musique Talak Attack. Voilà, on vous attend. Si vous avez des questions sur le lieu Maïf Social Club, sur la programmation, on a une prochaine soirée qui se tient le samedi 9 décembre autour des questions de revégétalisation. Je vous invite à venir aussi, ça va être très chouette. Et si vous avez des questions, donc, je me tiendrai à votre disposition, ainsi que toute l'équipe du Maïf Social Club, pour vous répondre, et ce, tout au long de la soirée. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup Chloé, bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cet échange, deuxième conférence dans le cadre d'Agoramania. Remobilisons-nous. Je commence bien, il faut que je fasse un peu des syllabes. Voilà, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2007 a encore prouvé une fois de plus qu'en France, avec la politique en ce moment, on a un problème. Peut-être plus avec les politiques que la politique, parce que je crois que la politique, tout le monde a plus ou moins envie d'en faire, mais avec les politiques, il y a quand même des choses qui grincent un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen pour autant. Et c'est ça qui peut nous rendre enthousiastes, parce que pour le coup, on vit une époque assez formidable où il y a énormément d'initiatives. Et on a notamment aussi donc, le numérique, qui est maintenant partout dans nos vies, avec des tablettes, des téléphones, et qui ont remis au goût du jour des logiques très anciennes de partage, de socialisation. Alors, on peut le critiquer par certains aspects, mais avec cette économie du partage, il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées, qui mettent les gens en relation, qui permettent d'être plus solidaires, de s'entraider. Alors, il y a toujours les success stories qu'on peut voir via Facebook, que relaient les médias. Mais il y a une espèce de nouveau souffle depuis 5-6 ans, je dirais, qui permettent aujourd'hui de refaire société, qui redynamise un petit peu le vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'initiatives comme Fix My Street, des choses comme ça, qui permettent de signaler qu'une route est endommagée, qu'il y a tel problème dans la ville. Il y a des organisations comme Voxé.org qui permettent aussi de suivre ce que font les politiques, ou Parlement et citoyens qui permettent aussi de reprendre la parole. Donc ce sont autant d'initiatives sur Internet qui nous permettent d'être citoyens autrement. Mais il y a aussi des initiatives dont on va parler ce soir. Et donc, Chloé vous a déjà présenté, mais je vais peut-être en dire un petit peu plus. Tous les trois, vous avez, à votre manière, vous portez des initiatives citoyennes et avec vos associations, avec vos projets, vous permettez de mettre en avant justement cette société qui est en train d'évoluer. Donc, Louis-Xavier Leca, président, directeur, fondateur de l'association Le Carillon, qui a commencé à Paris il y a quelques mois, 2 ans, et qui maintenant rayonne de manière internationale. Tu pourras nous en parler. Cyril Dion, qu'on ne présente plus, je crois. Ancien des Colibris. Enfin, tu as monté les Colibris avec Pierre Rabhi, et puis réalisateur avec Mélanie Laurent de Demain le film, et là dernièrement du livre Imago, dont tu pourras nous parler. Et enfin, Julien Chandelier de l'association Cap ou pas Cap, qui est une jeune association, là aussi. Toi, tu es étudiant et à côté, tu t'investis dans cette association qui, pareil, a commencé à Paris, qui maintenant s'étend à l'Île-de-France et que tu nous présenteras tout à l'heure. Voilà, donc on a 1 heure de débat. Ensuite, on aura une demi-heure pour échanger. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette question de la citoyenneté. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Toi, Cyril, tu as travaillé sur ces questions. Avec Demain, tu montres en fait 5 grands exemples de différents domaines dans lesquels on peut agir, s'engager. Mais si on devait commencer par une définition, c'est quoi être citoyen aujourd'hui ? Bonsoir tout le monde. Je parle très fort là tout d'un coup. Être citoyen pour moi, c'est être un habitant de la cité. Donc ça veut dire, pour moi en tout cas, pas forcément pour le Larousse, mais être quelqu'un de à la fois responsable
et à la fois qui a du pouvoir potentiellement sur l'organisation et l'évolution de la communauté et de l'espace dans lequel il vit. Et finalement, c'est ça que, en tout cas, c'est ça que nous on a essayé de montrer avec Demain, c'était que aujourd'hui, une partie de la société est en train de se, je ne sais pas comment il faut dire ça, enfin, on file un mauvais coton, on va dire, si on ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails, notamment parce qu'une bonne partie des citoyens et des citoyennes ont déserté leurs responsabilités dans l'orientation du monde, et que cette responsabilité a été dans une certaine mesure déléguée à la fois à des responsables politiques qui ne font pas exactement toujours ce que les citoyens ou les citoyennes leur demandent, ou en tout cas qui ne respectent pas forcément le mandat pour lequel ils ont été élus, et quand bien même s'ils le respectent à des endroits, ils sont élus de façon, par des méthodologies et sur des termes qui sont hautement discutables si on voulait vraiment faire en sorte que ça soit une démocratie qui fonctionne bien. Et parallèlement à ça, délégués à des entreprises, et notamment à quelques énormes mastodontes que sont les transnationales, les multinationales, qui ont pris un pouvoir démesuré dans l'orientation de la société et qui nous laissent parfois un peu en marge de tout ça. Donc pour moi, une des grandes questions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on reprend le pouvoir, à la fois individuellement et collectivement, sur l'ensemble des sujets qui nous préoccupent et qui nous touchent au quotidien. Le pouvoir, ce que les Anglais appellent l'empowerment aussi, cette façon d'encapacitation, je crois, c'est pas très joli comme terme en français, et le pouvoir d'agir, ouais, exactement. Louis-Xavier, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette citoyenneté au quotidien? Ça se vit comment? Comment on fait pour que les gens s'engagent? Et puis surtout, parle-nous du carillon, présente-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors en effet, moi je rejoins Cyril sur sa définition. Je pense que la citoyenneté a pas mal évolué avec le temps. Il y a eu des phases où la citoyenneté, c'était une expression très politique, justement. C'était aussi aller dans la rue, c'était aussi s'exprimer de manière communautaire, souvent adossé à des idéologies. À une autre époque, c'était peut-être lié à des religions, des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, d'une certaine manière, Dieu est un peu mort, Marx est un peu mort, Adam Smith est un peu mort, donc je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui des adorateurs du libéralisme pur et dur. Si, on en trouve encore. On en trouve encore certains, peut-être, mais je pense que voilà, aujourd'hui la citoyenneté veut s'exprimer un petit peu différemment, peut-être dans des choses du quotidien. Moi, c'est le sentiment que j'ai quand je vois en effet l'évolution de plateformes collaboratives. On réimplique le citoyen dans des choses relativement simples, presque même aujourd'hui le transport public avec le covoiturage, mais ça peut être voilà, des moyens d'expression, ça peut être des pétitions. Nous, aujourd'hui, on sait, en tout cas avec le Carillon, on a essayé de s'attaquer à la question de l'action sociale, la question de la lutte contre la grande exclusion, donc particulièrement l'aide aux personnes sans domicile fixe. Moi, j'ai fait le constat, quand je travaille un peu pour le mouvement Emmaüs, qu'il y avait beaucoup d'actions professionnelles aujourd'hui. Il y a des maraudeurs professionnels, il y a des assistantes sociales, il y a des gens qui œuvrent pour recréer ce lien dans la durée, aider des personnes à se remonter, se relever. Et c'est très bien et tant mieux. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont vraiment de la délégation de services publics, des grandes associations sur l'hébergement, d'autres sur la santé. Voilà. Chacun a un petit peu ses sujets. On propose parfois aux citoyens de s'impliquer de manière bénévole. Donc c'est une action le soir. Voilà, on va mettre un uniforme de la Croix-Rouge, on va faire des maraudes, et c'est très bien déjà. Heureusement qu'il y a ça. Mais par contre, dans notre quotidien, en tant qu'habitant, en tant que commerçant, on ne nous proposait pas de modèle d'engagement pour aider les personnes sans domicile. Et en fait, on nous mettait un petit peu de côté. Moi, en tant que citoyen, je me rends compte que je croise peut-être 15 à 30 personnes sans domicile en allant au boulot, en revenant. Et en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Je ne savais pas d'où ils venaient, quels étaient leurs besoins. J'avais tendance un peu à évidemment essayer d'offrir le sandwich, des choses comme ça, mais qui est une vision en fait assez descendante. C'est-à-dire que j'anticipais leurs besoins sans vraiment les connaître. Et je me suis dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas un mouvement citoyen aujourd'hui qui propose aux gens un modèle d'engagement simple, ancré dans le quotidien, protecteur pour les citoyens évidemment, mais aussi pour les citoyens à la rue. Et c'est tout l'objectif du Carillon en fait, c'est de réactiver ces volontés de solidarité, parce que les gens sont solidaires, les gens veulent agir, mais ils ne savent pas comment faire. Et donc nous on a fait un constat, c'est qu'aujourd'hui le sentiment d'exclusion, c'est quelque chose de très fort pour les personnes à la rue. 83% d'entre eux se sentent rejetés tous les jours par les passants, les commerçants. C'est des choses anodines, c'est quand vous, moi, on passe devant eux, on ne les regarde pas.
Et c'est pas qu'on est méchant, c'est pas qu'on est vilain, c'est qu'on a grandi, on s'est habitué. On s'est habitué à la misère, on s'est mis des œillères, et du coup on la voit plus, tout simplement. Et donc nous, on s'est dit que c'était dommage que toutes nos envies ne soient pas aujourd'hui tournées vers une aide, vers un peu un sentiment de on va vous aider, on est là pour vous. Donc concrètement, le Carillon, je vais être rapide, en fait on a créé un réseau de commerçants qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux SDF au quotidien pour leur offrir des petits services qui sont des prétextes au lien. Donc ça va de l'accès aux toilettes, recharger un téléphone portable, passer un coup de fil, réchauffer un plat ou un biberon au micro-ondes, tout simplement discuter. Voilà, c'est des choses qui globalement sont assez indolores financièrement pour un commerçant, mais qu'il est tout à fait capable de remplir aux horaires qu'il veut, les jours qu'il veut. Voilà, nous en échange, on le labellise, on met un petit logo sur sa vitrine, on met des pictogrammes qui représentent les services pour toucher des personnes à la rue étrangères aussi. On met ça dans des listes très très simples. Et c'est nos partenaires de terrain, des maraudes, des accueils de jour, qui distribuent ça aux personnes sans abri, qui peuvent du coup aller chez le commerçant. Et au lieu de se faire rejeter peut-être 9 fois, 10 fois avant que la porte d'un commerçant s'ouvre, maintenant ils savent directement où aller. Voilà, donc l'objectif c'est de dire on est tous ces petits phares dans la nuit autour de vous et on est là pour vous aider. Et en fait, voilà, c'est vraiment engager le citoyen dans un cadre. On fait pareil pour les particuliers qui peuvent acheter plein de petits produits solidaires, des cafés en attente, des plats en attente, des coupes de cheveux en attente. Voilà, donc c'est un réseau qui a bien grandi, qui a en effet un petit peu moins de 2 ans, mais qui aujourd'hui représente plus de 700 commerçants en France, qui ont déjà rendu plus de 16 000 services aux personnes SDF, voilà, tout ça en moins de 2 ans. C'est énorme. Enfin, c'est déjà voilà. C'est ce qu'on appelait les cafés suspendus, les baguettes suspendues, les pizzas suspendues. Et ce que tu expliquais, c'est que souvent les gens mettent en attente des choses qui ne sont pas récupérées. Donc nous, on a l'impression de faire une BA et finalement, elle n'arrive pas à destination. Donc vous vous permettez de faire du lien. Comment ça se matérialise en fait ce lien ? Alors en effet, nous on a commencé par les commerçants avec cette offre de service, et puis du coup on s'est dit qu'il fallait engager les citoyens justement de manière simple, donc par la consommation. Et là, on propose 2 modèles. C'est soit vous offrez à un inconnu, vous partez, et nous, on se débrouille pour que la communication passe via nos listes. Si les produits ne sont pas utilisés, on les transforme en bons, et qu'on redonne sur le terrain grâce à nos partenaires. Et si toutefois vous êtes membre de l'association, vous êtes venu à nos formations sur comment aborder une personne sans domicile, si vous avez signé notre charte éthique, on vous propose de sortir vous-même avec le bon et de l'offrir vous-même à une personne sans domicile. Encore mieux de l'accompagner, de passer un petit moment simple et humain avec elle. Voilà. Il y en a qui ont déjà fait ça ici, juste pour savoir, non ? Ah, donc on a... Très bien. Donc voilà, maintenant vous savez que ça existe et plus d'excuses. Julien, alors l'association Cap ou pas Cap, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous la présenter ? Bien sûr. S'il te plaît ? Bonsoir à tous. Alors, je rejoins Cyril et Louis-Xavier sur leur vision de ce que c'est que la citoyenneté aujourd'hui. Je pense qu'avant tout, être un citoyen, c'est être un acteur de la cité, mais aussi du monde qui nous entoure. Et je voulais vous présenter donc notre association Cap ou pas Cap. Pour cela, j'ai un petit... Ah, non, c'est pas ça. Pardon. Ah oui, c'est là. Alors, Cap ou pas Cap, c'est un accélérateur d'engagement dans la transition citoyenne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre but, c'est de faire en sorte que de plus en plus de citoyens s'engagent dans des actions alternatives qui construisent une société humaine, écologique et solidaire. Alors pour cela, on a 2 outils sur lesquels on s'appuie. Le premier, c'est une carte numérique et collaborative qui recense en Île-de-France les solutions locales concrètes portées par les citoyens dans les territoires pour permettre à chacun de découvrir ce qui existe à 2 pas de chez lui et de s'y engager. Et un autre outil qu'on a développé au fur et à mesure du temps dans l'association, c'est ce qu'on appelle notre fabrique. Une fabrique qui permet d'accompagner des citoyens dans des processus pour construire par eux-mêmes leurs propres alternatives. C'est comme ça qu'on a été amené notamment à construire un garde-manger solidaire avec nos amis du Carillon, un frigo solidaire et aussi des boîtes à dons. Boîtes à dons dont vous avez un exemple ici à la Maïf, puisqu'on a construit il y a peu une boîte à dons ici qui est en bas dans le hall. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boîte à dons ? Une boîte à dons, tout simplement, c'est une armoire en libre accès qui permet aux habitants de venir y déposer ou y prendre un objet. Et on parle de vêtements, de livres, de produits alimentaires, et gratuitement et sans obligation de réciprocité. On a tous chez nous un pull, une veste qu'on met plus depuis des années, un livre qu'on a lu il y a 2 ans et qui repose sur une étagère dans son coin, ou même des conserves qu'on a achetées mais qu'on sait qu'on n'ouvrira jamais. C'est pas grand-chose de prendre ces objets pour les déposer dans une boîte à dons comme celle qu'on a ici. Mais au final, quand on y réfléchit aujourd'hui, combien de personnes n'ont pas les moyens de se vêtir chaudement ? Combien de personnes ne mangent pas chaque jour à leur faim ? Et même combien de personnes n'ont pas accès à un objet culturel aussi simple qu'un livre ? Et c'est ce que permet la boîte à dons, tout simplement. Elle nous permet à chacun de faire circuler nos objets, de leur redonner une utilité sociale. Et avec ça, d'apporter une réponse simple, concrète,
aux besoins humains les plus fondamentaux. Alors bien sûr, une boîte à dons, ça n'a pas vocation à changer le monde à elle toute seule, mais elle s'incarne dans un mouvement beaucoup plus large, le mouvement de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de ne pas se résigner et d'agir dans ce que nous on appelle des alternatives citoyennes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alternative citoyenne ? Justement, je vais un peu vous l'expliquer. C'est ce qu'on référence sur notre carte, ce qu'on essaie de faire connaître, de faire découvrir. C'est ce dans quoi les citoyens peuvent s'engager concrètement et localement. Alors, une alternative citoyenne, c'est toujours une innovation populaire, c'est-à-dire la réappropriation des enjeux qui nous concernent par les citoyens eux-mêmes. Donc une expérience des habitants d'un territoire qui se réapproprient leur quotidien et leur environnement et qui construisent, qui pensent et qui construisent par eux-mêmes des solutions que ni l'État ni le marché n'apportent. Ce qui nous prouve que la transformation sociale, elle se pense et elle se fait aussi par le bas. Deuxièmement, une alternative citoyenne, c'est toujours une solution locale, une action concrète qui répond à un enjeu environnemental ou social. C'est des habitants des territoires qui, à partir des besoins qu'ils connaissent, qu'ils ont identifiés, qui imaginent et construisent par eux-mêmes les réponses les plus adéquates. Et c'est justement parce qu'elles sont concrètes, qu'elles sont ouvertes à toutes et à tous, et qu'elles sont réplicables que ces alternatives permettent d'imaginer un changement profond dans notre société dès lors que plus de citoyens les découvrent et les rejoignent. Une alternative citoyenne, c'est aussi un mode d'action, c'est une aventure collective, j'ai envie de dire, c'est une expérience dont chacun peut être l'acteur. En se réappropriant ces enjeux, les membres de l'alternative citoyenne découvrent leur capacité à agir, ce fameux empowerment qu'on n'arrive pas à traduire en français, à la fois individuel et collectif, sur leur mode de vie et sur leur avenir commun. Et loin d'être des consommateurs ou des simples bénéficiaires, ils portent vraiment les actions à part entière, les actions qu'ils mettent en place collectivement. Et enfin, le dernier critère de ce qu'est pour nous une alternative citoyenne, c'est, n'ayons pas peur des mots, des utopies transformatrices qui visent à changer la société, à changer le monde aussi. Et elles nous poussent à décoloniser nos imaginaires, à nous rendre compte que c'est faisable, qu'il y a partout autour de nous des gens qui agissent déjà. Et c'est pour nous une force et un espoir considérable. Alors je voudrais d'abord vous présenter quelques-unes de ces alternatives qu'on référence sur notre carte pour vous donner des exemples concrets. Alors, je pense qu'ici, dans la salle, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui se posent des questions sur leur alimentation, sur la manière dont elle est produite, sur la manière dont on la consomme. Et je pense qu'il y a des alternatives qui pourraient vous intéresser. Je pense notamment aux AMAP, qui sont peut-être les plus connus, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, qui sont des partenariats entre des groupes d'habitants et des fermes locales pour partager régulièrement les récoltes. Il y en a aussi d'autres, on peut penser aux coopératives alimentaires, des épiceries autogérées, dans lesquelles les habitants décident de consommer une nourriture locale, équitable et solidaire. Et pour ça, là encore, ils vont vers les producteurs directement. Et ces deux alternatives, qu'on voit ici référencées en haut à gauche sur notre carte, elles modifient considérablement en fait, le système de production agricole et aussi les modes de consommation. Il y en a peut-être d'autres ce soir parmi vous qui s'intéressent davantage aux échanges dans une société où tout passe, où quasiment tout passe malheureusement par l'argent, qui se pose la question de comment on peut échanger autrement. Et je voudrais vous faire découvrir ce soir du coup les SEL, les systèmes d'échange locaux, qui permettent à des citoyens dans les territoires d'échanger des outils, des services, voire même des connaissances et des savoirs, et ça sans considération d'argent, mais justement sur une base de temps. Il y a aussi peut-être certains d'entre vous qui se posent la question, au final les SEL, je pense que ce que ça apporte, c'est ça libère les échanges de services et d'outils de tous ces processus marchands pour leur redonner une fonction créatrice de lien social. Peut-être que d'autres parmi vous s'intéressent davantage à la technologie, utilisent de manière un peu compulsive leurs smartphones et leurs ordinateurs. Et là encore, il existe des alternatives. Je pense notamment au Hackerspace et au Fab Lab, qui sont des espaces de rencontre avec des ateliers de fabrication, des ateliers pour utiliser la technologie autrement, lui donner un autre sens, en passant un peu derrière la machine, en apprenant autrement, en étant plus simplement un utilisateur, mais aussi un co-concepteur de cette technologie pour lui redonner un sens collectif et commun. Alors dans ces quelques exemples que j'ai pu vous citer, et dans tous les autres que vous pourrez trouver sur notre carte sur keopacap.info, nous, ce qu'on y voit au final, c'est un mouvement profond de transformation de notre société qui voit le citoyen, ce qu'on appelle, nous, la transition citoyenne, qui voit le citoyen donc s'ériger en acteur du changement social à côté de l'État et de l'entreprise. Nous, avec Keopacap, on pense que de l'indignation à l'action, il n'y a qu'un pas qui revient à chacun de faire pour participer à la construction d'un autre monde possible. Et au final, on se rend compte, quand on voit l'ensemble de ces alternatives, qu'il faut rassembler nos forces dans ces actions alternatives pour pouvoir, ce qu'on appelle, nous, changer les règles du jeu. Je finirai là-dessus, simplement avant de vous parler différemment de ce qu'on fait après. Je pense que changer les règles du jeu, c'est changer ces règles qui font que le citoyen tel qu'il est aujourd'hui, c'est un citoyen politique à intervalles réguliers,
qui n'a pas de prise sur son monde, ou si peu. Et je pense que toutes ces solutions qui existent et qu'on recense, nous, qu'on essaie de faire découvrir au plus grand nombre, nous montrent qu'au contraire, on a beaucoup, beaucoup de moyens d'agir. Merci pour cette présentation, Julien. Il y a un effort de définition qui est assez intéressant sur ce qu'est une alternative citoyenne, qui était assez clair, et il me semble. Moi, j'aime bien parler d'utopie concrète aussi. C'est quelque chose qu'on a vu se développer. Et en effet, c'est à ça que ça marche. Cyril, toi, tu as fait le tour du monde. Avec Demain, tu as rencontré beaucoup d'acteurs de changement, comme on dit. Avant, il y avait les colibris qui est aussi... là, on peut aussi poser la question de l'accès à l'information, parce que finalement, c'est ce que vous faites avec ces cartographies. C'est ce que les colibris font aussi, leur manière, avec des bases de données, avec un maillage territorial. Mais comment est-ce qu'on fait pour susciter l'engagement ? En effet, pour passer justement de l'information à l'action. Louis-Xavier le disait, finalement, on n'est plus dans le modèle de l'association à la papa, où il fallait s'engager, aller au conseil d'administration. Là, on est sur des choses plus légères, plus faciles. On est aussi dans une société qui zappe un peu plus. Donc, comment ça se passe ? Quel regard tu portes là-dessus, toi, Cyril ? En fait, je ne sais pas comment il faut faire pour susciter l'engagement. C'est-à-dire qu'on a... Il y a mille et une expériences différentes. Par exemple, tous les gens qu'on a été filmés dans Demain, c'est quasiment tous des gens qui ont vécu des crises dans leur vie et qui, au moment de la crise, ont décidé de changer. Et là, on est sur des mutations assez profondes, puisque c'est des gens qui ont souvent changé de métier, par exemple. Un certain nombre des permaculteurs, si vous avez vu le film, ou des agriculteurs urbains qu'il y avait à Détroit, c'était des gens qui ne faisaient pas du tout ça. Je me souviens notamment de Lorenzo, qui était banquier. Il disait que tous les jours, il allait à la banque avec son costard, il mettait sa cravate, et puis il parlait aux gens comme à des numéros. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il vivait les choses. Jusqu'au moment où un soir, il est rentré et sa fille était malade, avait un cancer, etc. Et puis il s'est dit, qu'est-ce que je fous là ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert que je continue à faire ça ? Sa collègue qui dirigeait l'association d'agriculture urbaine à Détroit, elle, c'est son grand-père qui avait c'était son père, pardon, qui avait un cancer qui était dû au DDT, qui avait été pulvérisé pendant la guerre du Vietnam, s'il avait fait la guerre du Vietnam. Et donc, ça l'a amené à s'intéresser à la question des pesticides, donc à l'agriculture biologique. Et habitant à Détroit, dans une ville où tout s'était effondré, elle s'est dit, l'agriculture biologique, c'est bien, mais il faut surtout la mettre à disposition des gens qui n'ont plus rien, pour pouvoir se nourrir. Et éventuellement leur réapprendre à se nourrir par eux-mêmes et à ne pas dépendre des grandes entreprises qui peuvent du jour au lendemain s'en aller, comme ça s'est passé à Détroit quand la ville s'est un peu effondrée. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres exemples comme les villes en transition ou les incroyables comestibles. Donc les incroyables comestibles, c'est ces gens qui ont décidé de planter des fruits et des légumes un peu partout dans leur ville. Et là, c'est parti de pas grand-chose. Les deux femmes, par exemple, qu'on a filmées à Todmorden, qui ont lancé ce mouvement qui ensuite s'est répandu un peu partout dans le monde, elles ont eu envie de faire ça parce que Pam, qui était à l'époque, qui travaillait pour comment on appelle ça, le comté de Calderdale, autour de Todmorden, donc elle était élue, elle se tapait je ne sais pas combien de conférences tous les ans sur le changement climatique. Et à un moment, elle en avait simplement ras-le-bol d'entendre tout le temps des mecs, souvent en costard, faire des grands discours sur le changement climatique, en disant oui, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et elle est rentrée chez elle, elle s'est dit non mais ça va en fait, des mecs qui font des conférences sur le changement climatique. Il faut qu'on fasse un truc maintenant, chez nous, tout de suite. Mais si on veut qu'il y ait des gens qui participent, il faut que ça soit un truc super simple, qui puisse toucher la plupart des gens. Donc elle s'est dit, ok, on va commencer par réunir les gens dans le café à côté de chez nous. Elle avait un café coopératif qui appartenait déjà à ses parents. Et un soir, ils ont dit, voilà, on vous invite pour parler du futur de notre ville, du futur de nos enfants, de ce qu'on pourrait faire ensemble pour essayer d'agir contre le changement climatique et ces trucs-là. Et voilà, il y a 60 personnes qui se sont pointées et ils ont décidé de faire un truc super simple qui était de planter des légumes dans la rue, ce qui leur permettait dans un premier temps de recréer du lien, un peu comme ce que vous faites, c'est-à-dire d'avoir des endroits où les gens se parlent, tout simplement. Tiens, toi, comment tu fais avec les tomates ? Tiens, comment tu fais, toi, avec le persil, machin, bon. Qu'ensuite, ça frappe l'imaginaire des gens qui se disent, tiens, c'est bizarre, de la nourriture en libre accès à côté de chez nous, est-ce qu'on a le droit de le prendre ? C'est un peu comme toi avec ce que tu me racontais tout à l'heure avec les sans-domicile fixe qui se disent aller chez un commerçant et puis lui demander je sais pas, je suis pas trop sûr là,
les commerçants, et puis en fait on se rend compte que c'est hyper simple une fois qu'on l'a fait une fois. Ben là c'était la même chose. Les gens n'osaient pas en fait prendre parce qu'ils avaient l'impression que c'était du vol, que tout d'un coup un truc était offert, c'était très très bizarre. Voilà, ça c'est une option. Après, moi là je m'intéresse beaucoup au sujet parce que je suis en train d'écrire un autre film qui est une fiction, qui est une sorte de continuité de demain et qui essaye justement d'imaginer comment les gens pourraient se mobiliser de façon plus large. C'est-à-dire pas simplement pour faire des petits trucs, mais potentiellement pour, comme tu disais, transformer la société, faire la révolution, quels que soient les mots qu'on veut donner à ça. Et donc je parle très souvent, désolé si vous m'avez déjà entendu parler, si vous avez déjà entendu ces histoires-là, d'un livre que j'adore qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes », d'un gars qui s'appelle Zdra Popović, qui est serbe, et qui était un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic dans les années 2000 en ex-Yougoslavie. Et suite à la révolution, il est devenu député pendant 4 ans, et après il a décidé de créer une ONG qui s'appelle Canva, et aujourd'hui son métier c'est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier pour lui dire voilà, bonjour, j'habite au Laos, je voudrais faire la révolution, comment je pourrais faire ? Quand je lui ai parlé dernièrement sur Skype, je lui ai raconté qu'à chaque fois que je disais ça aux gens, ça les faisait vachement marrer. Et il m'a dit mais dis-leur que c'est un vrai métier, en fait, que je gagne ma vie avec ça et tout ça. Et dans le livre, il raconte ces expériences-là. Donc il a notamment conseillé plusieurs groupes qui ont fait démarrer la révolution en Égypte pendant le printemps arabe, ceux qui ont fait la révolution en Ukraine, en Géorgie, et pas mal de révolutions fleuries comme ça en Europe. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour mobiliser les gens, il faut partir de quelque chose qui les rassemble. C'est un peu le même modèle qu'Atto de Morden. Quelque chose qui est simple et qui parle à tout le monde. Il dit que la plupart des activistes font la même erreur, qui est d'essayer de mobiliser les gens autour de grandes idées. Du changement climatique, des droits de l'homme, et que ça ne fonctionne pas. Parce que ces grandes idées-là, elles passent assez loin au-dessus de la tête des personnes qui, dans leur quotidien, sont déjà en train de se bagarrer pour avoir assez d'argent à la fin du mois, payer leur loyer, faire les devoirs et compagnie. Et donc, il donne un certain nombre de recettes, dont la première est voyez grand mais commencez petit. Et il raconte notamment l'histoire de Harvey Milk à San Francisco, en disant il n'a pas du tout commencé par les droits des homosexuels et des personnes LGBT, etc. Il a commencé par les crottes de chiens. Parce que les crottes de chiens, tout le monde en fait en avait un peu marre qu'il y ait des crottes de chiens sur les trottoirs de San Francisco, et qu'on soit noir, blanc, jeune, vieux, homo, hétéro, démocrate, républicain, ça ne créait pas de clivage. On pouvait, même si on était noir, homo et démocrate, on pouvait quand même aller avec quelqu'un qui était blanc, républicain et hétéro, se mobiliser pour ramasser les crottes de chiens dans les rues, ou en tout cas trouver des solutions pour qu'il n'y en ait plus. Et ça a marché. Et comme ça a marché, les gens se sont dit « Waouh, génial !» En fait, quand on se met ensemble, on arrive vraiment à des résultats. Donc si on l'a fait pour les crottes de chiens, peut-être qu'on pourrait le faire pour autre chose. D'autres histoires qui vont dans le même sens, notamment une que raconte souvent Rob Hopkins, que vous avez vu dans Demain, si vous l'avez vu, celui qui était avec son billet de 21 livres de Totnes, là. Il dit que les villes en transition ont été confrontées au même problème, puisque le mouvement des villes en transition, leur idée, c'est qu'on a 2 gros problèmes qui nous attendent, c'est le changement climatique et le pic pétrolier, puisque notre société est complètement addicte au pétrole, et que si on continue à utiliser du pétrole, en fait, ça continue à réchauffer le climat ou à le dérégler. Donc il faudrait arrêter, mais en même temps, comme on est complètement addict au pétrole, ça voudrait dire que notre société s'effondrerait. Donc, on a besoin de construire une forme de résilience, c'est-à-dire trouver les moyens de produire notre alimentation, de produire de l'énergie, d'avoir des activités économiques qui ne sont pas dépendantes des énergies fossiles. Et dans certains endroits, ça parle aux gens, et puis dans d'autres, pas du tout. Et il se trouve qu'il y avait une ville comme ça, où il y avait un groupe qui essayait de lancer des initiatives autour de ces questions-là, et quand il disait aux gens « changement climatique, pic pétrolier », les gens ils s'en foutaient. Donc au bout d'un moment, ils ont essayé de réfléchir en se disant est-ce que vraiment le changement climatique c'est le truc qui rassemble le plus les gens dans notre ville ? Bon. Est-ce que c'est le pic pétrolier ? Est-ce que si on dit pic pétrolier, les gens ont tous envie de se mettre sur la place du village pour faire des trucs ensemble ? Bof. Est-ce que éventuellement ça pourrait être la bière ? Ah bah oui, la bière, ouais. Parce que en fait nous on est anglais et on adore la bière. Donc si on dit bière, il y a quand même beaucoup de gens que ça intéresse. Et donc ils ont lancé un projet de brasserie, de micro-brasserie locale,
en disant aux gens, et si on refaisait une bière super locale? Parce que maintenant, il y a les Heineken, les Kronenbourg, mais en fait, c'est des bières super uniformisées, qui ont toutes le même goût, qui rapportent de l'argent à des grosses sociétés, qui s'en foutent plein les fouilles, tout ça parce que nous, on aime bien boire de la bière. C'est un peu nul. Donc si on refaisait des bières avec du houblon local, avec de la fabrication locale, et que cette microbrasserie, c'était aussi un endroit où on pouvait se retrouver le soir, et que peut-être on créerait quelque chose attenant, ou que cette bière-là, elle serait vendue dans les pubs locaux, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pubs en Angleterre et en Irlande. La première fois que je suis allé en Irlande, à Kilkenny, donc qui est aussi une très bonne bière, que je vous encourage à goûter si vous ne la connaissez pas, qui est une bière rousse. À Kilkenny, 20 000 habitants, dites un nombre de pubs. Non, 100 000, vous exagérez quand même. 5. Alors, il y a 68 pubs. Et ce ne sont que les pubs. C'est-à-dire, ça ne compte pas les restaurants ou les bars qui ne sont pas des pubs. 68 pubs dans une ville de 20 000 habitants. Aller dans une ville de 20 000 habitants en France, ça commence à faire quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment un endroit quand même de socialisation. Donc, ils ont fait cette microbrasserie. Et là, pour ce projet-là, tout d'un coup, il y avait plein de monde. Et ça a très bien marché. Et ce qui a permis d'entamer une autre conversation qui était, mais si on le fait pour la bière, c'est valable aussi pour la nourriture. La nourriture, c'est aussi les McDo, les KFC, toutes les saloperies qu'on a même dans les grands supermarchés. On pourrait faire pareil, on pourrait relocaliser une partie de ce qu'on mange et recréer à la fois du maraîchage, des céréales, de la viande, de l'élevage. Bon. Et donc ils ont fait ça. Ils se sont dit, mais c'est pareil pour d'autres activités économiques. Il y a plein de choses qu'on savait faire avant sur notre territoire et qui aujourd'hui nous sont données par des grandes multinationales. On est obligé d'acheter. Et le jour où ces multinationales ont décidé de s'en aller, de délocaliser, et voilà, c'est des milliers d'emplois qui s'en vont. Donc comment est-ce qu'on réenracine? Et ça a fonctionné. Voilà. Donc c'est une possibilité, parmi, j'imagine, 1 million d'autres, c'est de trouver, à côté de chez vous, si vous voulez lancer un projet, voilà, c'est quoi les crottes de chien ou la bière des gens qui habitent autour de vous. Vous allez méditer ce soir. Oui, ça revient. Mais c'est... Et voilà. Il restait au début des années 80, je crois, que 2 brasseries en France locales, et maintenant il y en a plus de 500. Donc il y a un vrai retour en masse de ces petites brasseries locales, et justement, il y a même à Montreuil, je crois, des houblonnières, enfin voilà, il y a des choses qui se mettent en place avec la Montreuilloise, en bio. Mais passons de la bière à la politique. On peut rester au café du coin. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de démocratie citoyenne. Est-ce que ça, c'est quelque chose en lequel on peut croire? Parce qu'à vous entendre, voilà, on se mobilise, on fait des choses, mais est-ce que pour autant, vous avez la sensation, je ne sais pas, moi, Julien ou Xavier, j'aimerais vous entendre, de pouvoir peser dans la balance, en tout cas faire bouger politiquement les choses, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de se faire entendre, de pas se... On parle de révolution, qui est un terme assez fort, mine de rien. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'on peut faire une révolution douce, forte? Est-ce qu'il faut y aller le poing vraiment levé? Est-ce qu'il faut y aller la main tendue? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui? On a testé beaucoup de choses, quoi. Ça fait de l'économie sociale et solidaire, ça fait des années que ça existe, certains disent que c'est 10% de l'économie, enfin, mais pourtant, voilà, on a quand même la sensation que ça avance encore assez lentement. Quel regard vous portez sur tout ça? L'un ou l'autre, comme vous voulez. Juste avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Cyril, parce qu'un peu à la manière de ce qu'il a fait dans son documentaire Demain, Keopacap, vraiment son but, c'est quand même de susciter justement l'engagement. Et je pense qu'il l'a très bien dit, il l'a très bien fait aussi dans son documentaire. L'idée, c'est quand même de montrer tout ce qui existe, de montrer que c'est possible, et non seulement c'est possible, mais c'est déjà là en fait. Il y a déjà partout dans le monde des gens qui chaque jour refusent de se résigner et qui agissent concrètement pour répondre à des enjeux en fait qui nous touchent tous. Et qu'en plus de ça, ça ne demande pas des compétences extrêmement complexes, des savoir-faire extrêmement recherchés. C'est surtout une question de motivation et d'énergie. Et que en plus, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour commencer à agir. On peut le faire là où on vit, directement, là où on travaille. Et je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus sur comment faire pour susciter l'engagement du plus grand nombre. Je pense que c'est aussi faire attention entre nous, entre les mouvements de la transition, entre nous en tant qu'association et collectif, à ne pas rentrer dans des logiques concurrentielles. Je pense notamment aux cartographies. Quand je dis ça, nous, quand on a commencé à cartographier à Keopacap, il y avait très peu à ce moment-là de cartographie d'initiatives citoyennes. Il y en a de plus en plus qui se développent. Il y a de plus en plus de sites d'information qui parlent de ce qu'on peut faire, des initiatives et des cartographies qui se lancent. Et je pense que contrairement à ce qu'on peut penser,
ça rend pas l'accès à l'information beaucoup plus facile et ça nous donne pas une lecture beaucoup plus simple de ce monde. Au contraire, il faut énormément d'énergie pour aller piocher dans les différents sites, comprendre ce dont on parle, trouver l'information et aller s'engager. Donc c'est la même chose en fait, parce que c'est comment on se met en ordre de marche pour être efficace. Exactement. Et ne pas avoir tous la sensation de se mettre dans son coin à dépenser de l'énergie, à faire ce que d'autres ont déjà fait. Tout le temps la même chose au final. Donc, et c'est en partant de ce constat-là qu'on a décidé, nous, à Kebouba-Cap, avec d'autres, que je voudrais citer ici, d'autres collectifs de la transition, qui sont le collectif d'associations citoyennes, Alternatiba, le mouvement We Are Ready Now, le mouvement Utopia, le CRID, le Centre de recherche et d'information sur le développement, Assemblée virtuelle, Pouvoir citoyen en marche, de lancer un projet commun en fait, pour une cartographie unique, une cartographie qui est référence sur la France entière des alternatives, avec un outil de partage sur lequel chaque acteur, en fait, chaque association peut aller agréger ces données au même endroit, sur une même carte, pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de plateforme commune, beaucoup plus simple d'accès pour le plus grand nombre et qui puisse trouver, où qu'il soit en France, l'information. Et je profite d'être ici ce soir avec Cyril pour lui tendre la main sur ce projet, parce que je sais que Colibri a une carte depuis maintenant plusieurs années. Et je pense que c'est essentiel qu'on arrive à travailler ensemble, justement, nous, les cartographes qui référençons dans notre coin de plus en plus, pour faire ensemble et faire connaître beaucoup plus fortement ce qui existe, ces solutions. Et du coup, la porte est ouverte pour vous, les Colibris. Je pense que vous avez toute votre place dans ce projet. Donc, je pense que c'est vraiment important, ça, de créer aussi entre nous des synergies et de ne pas faire tout le temps le même projet à côté les uns des autres, quoi. Ok. Donc, sur ma question de démocratie citoyenne, j'y reviens, j'insiste un peu, mais pour moi, elle est importante quand même. Parce qu'en effet, on s'organise, il y a des initiatives très inspirantes, on peut agir, on a parlé déjà de ce pouvoir d'agir, mais il y a des choses quand même sur lesquelles on attend le politique. Est-ce que c'est normal de devoir prendre en charge des personnes qui sont à la rue? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses pour aller encore un peu plus loin et ne plus avoir de personnes dans la rue? Enfin, la question, elle est là aussi. Oui, alors, le terme de démocratie citoyenne, c'est un peu particulier parce que la démocratie est par définition normalement citoyenne, c'est une forme de pléonasme. Maintenant, elle a aujourd'hui pris un peu tout son sens. En effet, ce qu'on appelle la démocratie citoyenne, c'est en effet ce pouvoir d'agir au quotidien qui, du coup, n'est pas juste lié aux urnes. Et là, ça passe par pas mal de choses. Je pense que les gens prennent conscience aujourd'hui que leur carte bancaire a plus de poids que leur bulletin de vote au quotidien, c'est-à-dire consommer telle ou telle marque, ils commencent à se rendre compte de l'impact que ça a. Agir et consommer chez tel ou tel commerçant de quartier plutôt que dans une grande chaîne, ils se rendent compte que voilà, ça crée aussi de l'emploi localement, que ça anime le tissu local et donc que c'est un bienfait pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qui est complexe, c'est comment on mobilise et on garde dans le temps. Je pense que c'est un vrai enjeu. On entend beaucoup de gens dire les jeunes ils ne s'engagent plus. Il y a beaucoup de légendes autour de ça. En fait, les chiffres montrent qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles. Et parmi les jeunes, les chiffres sont assez impressionnants. Le fait est qu'aujourd'hui, le bénévolat a aussi évolué. L'engagement a aussi évolué. Les personnes sont dans un mode aussi de consommation de l'engagement. Et je pense qu'il faut en être conscient. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de bénévoles la plus 90% ont moins de 30 ans. On a du mal à capter des personnes plus justement retraitées qui vont être là en journée, qui vont nous accompagner dans le temps. Nous, c'est des étudiants, ils vont partir en vacances, ils vont partir en Erasmus. Tant mieux pour eux, évidemment. Mais pour les garder dans le temps, c'est compliqué. Et on voit des nouvelles formes de propositions d'engagement qui sont plus autour justement du butinage. Donc les jeunes aujourd'hui veulent s'engager, mais aller un petit peu dans tel asso, aller un petit peu dans tel autre, toucher un petit peu à tout. Je pense que c'est pas grave, il faut juste le prendre en compte. Et il faut le prendre en compte aussi dans tous les mécanismes, dont les mécanismes politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui émergent qui sont quand même intéressantes, parfois qui viennent de vieux modèles. Typiquement, on commence à parler un petit peu, particulièrement à Paris, de budget participatif. Ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant ce qui se passe, particulièrement sur la question des SDF. L'année dernière, le premier projet voté où il y a le plus de budget alloué au niveau de la mairie de Paris, c'est un projet d'aide aux personnes sans domicile qui se base, sur la mise en place d'espèces de petits kiosques, de maisonnettes en fait pour des personnes sans domicile, ce qu'on appelle un peu des cocons. La seconde, c'est la mise en place aussi d'une application, d'une cartographie de référencement de tout ce qui se fait pour aider les personnes sans domicile. La troisième, c'était aussi un peu financement d'un centre d'aide aux migrants. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Je pense que de plus en plus, elles vont se faire par le local, par l'action ponctuelle, ou en tout cas peut-être des micro-engagements du quotidien. Et je pense que ça, la politique va s'en rendre compte. Il y a de plus en plus de poids aussi des pétitions, il y a de plus en plus de poids des petites actions. Là, sur la campagne présidentielle, il y a eu des choses intéressantes qui sont sorties. Il y a eu des mouvements comme Hello 2017, des
des mouvements qui essayaient vraiment de créer de la concertation autour des élections. Il commence à y avoir aussi des médias qui se mettent dans des positions où ils cherchent vraiment à faire réfléchir et impliquer aussi les particuliers dans le rédactionnel. Tu penses à qui du coup, Je pense au Dranche, par exemple, oui, que j'aime bien. Dranche. Le Dranche, c'est droite, centre, gauche, Dranche, mélangé. Et c'est un média assez intéressant parce qu'en fait, ils font parler des personnes d'opposition sans forcément amener un point de vue rédactionnel. Et donc, c'est vraiment ça pousse le lecteur à se poser la question, à se forger ses propres opinions. Et tous ces mécanismes-là, ils sont en train de naître. Je pense qu'ils vont porter leurs fruits d'ici quelques années. Et je pense qu'ils vont vraiment transformer aussi la démocratie. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de parler de démocratie citoyenne. On reviendra sur un terme global de démocratie qui aura juste évolué. On a plutôt une vision assez optimiste. Cyril, un point de vue sur cette question? C'est très complexe parce qu'il y a une forme de fantasme aussi avec cette idée de démocratie citoyenne. Là, je crois que, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais vous allez pouvoir aller voir bientôt l'Assemblée, le film de Marina Otero. Oui, c'est sorti hier. Voilà, sur le mouvement Nuit debout, qui est passionnant, qui permet de voir à la fois cette soif de démocratie qui s'est manifestée pendant toute l'occupation de la place de la République et puis dans plein d'endroits en France et tout ça. Et en même temps, la difficulté qu'on a à partir du moment où on se dit alors ok, on se parle et on essaie de décider des trucs ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous avez déjà été dans des associations, mais c'est folklorique quand même ce qui se produit. Là, tu disais il faut que les associations se mettent ensemble, etc. Mais je ne veux pas faire le vieux routier, hein, mais je veux dire, ça fait peut-être 15 ans qu'on essaye de faire ça. Il y a eu l'Alliance pour la planète, il y a eu comment ça s'appelait, le collectif de la transition citoyenne. Et on voit bien la difficulté en fait que ça pose. Le fait que chacun, à un moment, est tenu par un intérêt économique, par exemple. Le fait que, ah bah oui, mais si je me noie trop dans un collectif, ce qui fait ma spécificité et ce qui fait que, par exemple, je reçois des dons d'un certain nombre d'adhérents va s'effacer. Donc j'ai quand même intérêt à garder une existence propre très importante pour pouvoir continuer à collecter des dons. Des luttes d'ego, tout simplement des manques de méthodes. On sait qu'il y a plein de méthodes qui ont été essayées dans le milieu associatif, passant par la sociocratie, l'holacratie, qui sont des façons de prendre des décisions en cercle, par consentement, à zéro objection, justement en contournant ce principe en essayant plutôt d'améliorer ce principe de la démocratie qui veut que la majorité opprime la minorité. C'est-à-dire que si 51% des gens votent pour un président de la République, 49% votent contre, le président est élu, sauf que le lendemain, il a déjà 49% de personnes qui ne voulaient pas que ce soit lui et qui sont contre. Potentiellement, 6 mois plus tard, il y a déjà 60% qui sont contre. Donc on voit bien qu'il y a un endroit où ça ne fonctionne pas de prendre des décisions comme ça. Donc pour moi, il y a plusieurs enjeux. Il y a à la fois les mécanismes de la démocratie, c'est-à-dire est-ce que la démocratie c'est ce truc-là, c'est-à-dire comme dit David Van Reybrouck là dans Demain, qui a écrit un super livre que je vous conseille qui s'appelle Contre les élections. Est-ce que la démocratie c'est je vais colorer ma petite bubule tous les 5 ans pour dire lui ou plutôt lui, sachant que ces critères-là en plus sont extrêmement émotionnels, irrationnels, on peut appeler ça comme on veut. Là en ce moment on voit ressortir les preuves du financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi et les présomptions assez fortes que la France n'est pas totalement étrangère à l'assassinat de Kadhafi pour éviter que cette affaire-là ne remonte, parce qu'on parle quand même de près de 50 millions d'euros qui auraient été consacrés à la campagne de Sarkozy par la Libye, ce qui pose une question démocratique un peu folle. Et on sait bien qu'il y a un certain nombre de mécanismes, c'est-à-dire plus on fait des très gros meetings, plus on est dans les médias, plus on a de tracts, plus on a de bénévoles qui vont taper aux portes, plus on a de présence sur les écrans, sur les radios, sur les journaux, plus il y a de chances d'être élu, malgré tout. Donc on se dit, alors, est-ce que c'est vraiment la démocratie ? On cite dans le film là, Demain et dans le livre une étude de l'université de Princeton qui a fait un comparatif entre... qui a regardé les décisions qui étaient prises par le gouvernement américain et qui a regardé si ces décisions allaient plutôt dans le sens de l'opinion de la population ou des volontés des multinationales. Et à 80%, ça allait dans le sens
de la volonté des multinationales. Ce qui n'est pas hyper étonnant, puisqu'aux États-Unis, par exemple, les financements de campagne ne sont pas du tout plafonnés. Donc on sait que là aussi, il y a une course à récolter le plus d'argent possible pour se faire élire, pour avoir le plus de spots de campagne, etc. etc. Et qu'il y a une forme de retour d'ascenseur nécessaire. Quand on a été élu avec l'argent d'un certain nombre de gens, on ne va pas avoir une politique contre ces gens. Donc là, on voit bien que la démocratie, elle est contrainte à cet endroit-là. On voit aussi, comme je le disais juste avant, que si on se dit on laisse les citoyens faire la démocratie tout seuls, ça marche moyennement bien. Il y a des exemples, comme la révolution islandaise, qui peuvent marcher, mais pour moi, ce qui fonctionne le mieux, dans ce que j'ai vu en tout cas, c'est le moment où les citoyens, les élus et voire même les entrepreneurs se mettent à travailler ensemble. Et se mettent d'abord à travailler ensemble sur des échelles sur lesquelles ils ont prise. Quand on regarde par exemple l'exemple de Copenhague et le fait qu'ils ont décidé d'aller vers une neutralité carbone en 2030, de complètement modifier leur mode de circulation avec des modes de circulation douce, etc., c'est venu dans un premier temps d'un élan militant, citoyen, dans les années 70, qui s'est ensuite transformé par des législations. Donc la mairie a décidé de reprendre un certain nombre de ces revendications pour en faire des règles communes, et par de l'engagement d'entrepreneurs, et notamment d'entrepreneurs sociaux qui se sont mis à construire des activités économiques qui allaient dans ce sens-là. Et à partir du moment où ces gens se rejoignent et travaillent ensemble, là on voit qu'on arrive à des résultats super. Et potentiellement, il faudrait que, si ça marche bien par exemple à ces échelles-là, qui sont des échelles de quartier, de ville, à mon avis, il faudrait organiser des principes de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on en parlait récemment avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui lui donc est un maire écolo qui a été élu à Grenoble aux dernières élections. Et je disais, mais comment est-ce que vous vous êtes fait élire ? Il me disait, mais on s'est fait élire parce que il y a eu un travail culturel de fond depuis des années qui a fait que la vision des habitants de Grenoble sur un certain nombre de sujets de société a évolué, et que nous, tout d'un coup, on a apporté une offre qui répondait à cette vision du monde. C'est pas parce qu'on était les meilleurs, c'est qu'on correspondait au changement culturel. Et une fois qu'ils ont été élus, ils se sont mis à essayer de faire ça, de la démocratie participative, etc. Et au début, c'était hyper difficile. Donc eux aussi, ils font par exemple les budgets participatifs. Mais au début, il y avait 5 personnes. Parce qu'on est aussi conditionné à tout attendre des élus, et à déléguer, et puis à râler. C'est-à-dire à venir tous les 5 ans voter, puis après râler en disant « Quelle bande d'enfoirés, en plus c'est tous des pourris, et puis ils arrivent à rien ». Mais quand est-ce que nous, on met les mains dans le moteur avec eux pour dire, bon, alors, ok, vous les politiques, vous êtes super utiles là-dessus. Par exemple, sur le changement climatique, vous êtes très utiles sur des cadres législatifs, des cadres sur la rénovation des bâtiments, des cadres sur taxer le carbone, des taxes sur les schémas de circulation. Voilà, on construit des pistes cyclables, on construit des voies de bus, on construit des tramways. Bon. Les citoyens, nous, où est-ce qu'on est utile ? On est utile dans toutes les habitudes de vie qu'on a. C'est-à-dire le fait que, oui, on va plutôt choisir de prendre le vélo ou les transports en commun, mais ça va dépendre un peu de ce qu'auront fait les politiques sur ces sujets-là. Et les politiques, ils ont besoin qu'il y ait de la demande, c'est-à-dire que les citoyens aient envie de prendre le vélo, aient envie pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un appel et qu'ils soient élus sur ces projets-là. Et puis après, on a besoin que des entrepreneurs viennent matérialiser ça, qui viennent construire, par exemple, comme la PME là, qui a repris les Vélib à Montpellier, voilà, eux, typiquement, leur boulot, c'est de proposer une offre économique pour venir répondre à un service comme ça. Et ensuite, si on remonte donc à l'échelle de la région, à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Europe, comment est-ce qu'on construit des mécanismes qui permettent cette coopération à nouveau ? Donc il y a des mécanismes transversaux, comme tu parlais tout à l'heure de Parlement et citoyens. Comment des citoyens peuvent rentrer en contact avec des députés français, mais peut-être demain des députés au Parlement européen, pour participer avec eux à l'élaboration des lois. Donc, ou en leur donnant des idées et que les députés les reprennent, ou les députés arrivent avec un projet et les citoyens l'améliorent, l'amendent, etc., etc. Et ensuite, on mobilise largement des citoyens par les réseaux sociaux, par des plateformes sur Internet, pour qu'ils viennent appuyer ces lois. Typiquement, la fameuse loi dont on parle tout le temps de Joël Labbé sur l'interdiction des pesticides dans les espaces publics. Joël Labbé, qui est un sénateur écolo, qui a été porté notamment sur la plateforme Parlement et citoyens. Et puis après, il y a des mécanismes démocratiques. Moi, j'aime beaucoup un certain nombre de mécanismes de la démocratie suisse.
Donc ça, c'est en gros hybridé de la démocratie représentative, si on élit des gens pour nous représenter, et de la démocratie directe. C'est pas parce qu'on a des représentants que pendant 5 ans, on n'a plus le droit de rien dire. Donc typiquement, référendum d'initiative populaire, on réunit en Suisse, je crois que c'est 150 000 signatures, c'est proportionnel évidemment à la population, et à partir de 150 000 signatures, on a le droit de proposer un projet de loi ou on a le droit de s'opposer à un projet de loi. Ce que proposait notamment un peu la France insoumise, potentiellement des révocations d'élus, potentiellement pouvoir demain, sur un certain nombre de sujets, comme ça s'est passé en Islande, travailler directement sur des textes législatifs, comme ils l'ont fait en réécrivant la Constitution. Ça s'est passé en Islande et en Irlande. En Irlande, ils ont créé une espèce de petit parlement de circonstance de 100 personnes avec 33 parlementaires et 66 personnes tirées au sort pour travailler à la modification de 8 articles parlementaires. Et ces 100 personnes ont travaillé, puisqu'il y avait aussi un président de séance, ont travaillé au vu et au su de tout le monde, grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que c'était public et qu'on pouvait venir y assister, que les associations pouvaient contribuer, etc. etc. Donc ça, tout d'un coup, c'est des espaces dans lesquels on peut reconstruire de la coopération, de la collaboration entre les élus, les citoyens, les entrepreneurs au quotidien, et pas simplement sur des échéances électorales qui sont toujours théâtralisées et excessivement émotionnelles, donc fort peu démocratiques, à mon avis. Pardon, j'ai été extrêmement... Non, c'était très intéressant. Il nous reste quelques petites minutes pour peut-être aborder la question. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bateau, on finit toujours par ça, mais de l'éducation à la citoyenneté. Mais mine de rien, tu l'as dit, finalement, dans nos comportements, l'éducation, c'est pas que pour les enfants. Il me semble qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre et qu'on est dans une société qui nous invite à progresser et à apprendre en permanence. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui et tirer comme leçon de ce que tu viens de dire ? Finalement, on a des mécanismes qui nous font croire que c'est tous les 5 ans que ça se passe. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un petit déclic un jour et se dire bah tiens, je vais aller voir sur cette cartographie ce que je peux faire, au-delà de la crise qu'on peut avoir. Est-ce que tout ce qui est citoyen est bien ? Il y en a aussi qui définissent la citoyenneté autrement, c'est vrai. Pourquoi est-ce que ce qui serait citoyen serait forcément mieux que le reste ? Ça, c'est des questions, moi, qui m'intriguent, quoi. J'ai bien envie de vous entendre là-dessus, quoi. Aussi, avant de donner la parole au public. Bien sûr, je pense que tout ce qui est citoyen n'est pas bien. La citoyenneté, c'est pas un label, c'est pas une certification de pureté qui ferait que parce qu'on est un citoyen, on agit mieux que le politique professionnel. Mais je pense que la question, c'est qu'on est dans la question de l'éducation, c'est qu'on est dans un environnement, effectivement, Cyril vient de conclure là-dessus, qui nous pousse en permanence à laisser faire, quoi. À se dire qu'au final, on a assez peu de pouvoir, assez peu de puissance sur ce qu'on peut réaliser. Et je crois que, en tout cas pour ma part, et pour ce qu'on essaie de montrer, nous, dans l'association KeBuBaCab, c'est que ça passe avant tout par des choses palpables, des actions concrètes, aller à la rencontre des autres. Ce que font aussi nos amis du Carignon, c'est vraiment pousser les gens au final à sortir de leur isolement surtout, et aller se confronter aux autres, à la diversité, parfois à la diversité d'opinions. Au final, dans les alternatives, il y a énormément de diversité, parce qu'on se rend compte que quand on parle de politique alternative, on ne parle pas de gens qui se ressemblent exactement, qui vivent tous au même endroit et qui ont tous les mêmes opinions sur le monde. On parle de gens qui sont parfois d'horizons très divers, qui pensent peut-être même pas la même chose sur la politique en général, mais qui pourtant vont se réunir, vont décider ensemble qu'il y a quelque chose à mener comme une forme de combat, parce qu'ils vivent ensemble une même réalité. Et après tout, ce qu'il y a là, au fond, je pense que c'est ce que nous, on voit comme ce qu'il y a de plus noble dans la politique, c'est-à-dire faire ensemble, parce qu'on vit ensemble et que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Alors on peut se dire que c'est extrêmement compliqué, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on n'est même pas sûr de réussir. Mais au final, tout ce qu'on voit autour de nous, toutes ces solutions qui émergent et tous ces mécanismes nouveaux qui se mettent en place, on voit aussi que dans la culture, on parle beaucoup plus de citoyenneté. L'exemple d'être ici ce soir pour en parler est assez flagrant. On entend de plus en plus ce mot comme une sorte de nouveau label qui ferait que des choses bougent en permanence, mais elles ne bougent pas toutes seules, les choses. Et c'est justement ces gens qui ont décidé à un moment donné d'arrêter de se résigner pour aller à la rencontre des autres et pour faire avec eux que se joue là, à mon avis, une forme de politique et une vie politique, quoi. Pas un discours sur la réalité, mais un discours en acte, quoi. Voilà ce que je voyais. Très bien.
Louis Xavier. Je pense que l'éducation à la citoyenneté est assez primordiale. Le terme d'éducation, c'est pas que l'instruction. Pour moi, un film comme Demain, c'est de l'éducation à la citoyenneté, c'est de l'éducation à l'ouverture d'esprit. Et je pense qu'il faut que ça se fasse sur toutes les couches de la société. Il y a un vrai sujet au niveau de l'éducation nationale, ça c'est très clair. Faut être beaucoup plus dans le faire, faut être beaucoup plus dans l'immersion, je pense. Je pense qu'il faut sortir un peu des carcans de l'information standard que tout le monde doit avoir. Il y a des minima, il y a des prérequis évidemment dans l'éducation. Mais sur la partie de l'éducation à la citoyenneté, moi je vois ce que fait le réseau Ashoka, qui est un réseau international d'entrepreneurs sociaux. Ils font un gros travail en France sur l'éducation. Et en fait, ils labellisent des écoles qui ont décidé un peu d'aller contre la grosse vague du ministère de l'Éducation nationale et qui essaient de changer un petit peu les choses, d'être beaucoup plus dans le participatif. Et ils s'appuient sur des mécanismes qu'on connaît depuis 50 ans. On sait très bien qu'un enfant retient 10% de ce qu'on lui dit et qu'il retient 90% de ce qu'il fait. Faisons de la citoyenneté avec les enfants. Enfin, faisons des actions citoyennes, rentrons dedans à 100% au sein du cursus scolaire. Je pense qu'après il y a un vrai sujet de sensibilisation. Moi aujourd'hui, des films comme Demain, ce que je disais à Cyril avant l'émission, c'est que je trouve que c'est quand même l'expression d'un vrai changement sociétal. Moi depuis que je suis petit, j'arrête pas de voir des documentaires hyper négatifs sur la mondialisation, sur les grosses entreprises, voilà, des documentaires très bien faits qui nous poussent évidemment à nous indigner. Et il faut qu'il y ait des documentaires comme ça, c'est très bien. Mais là, il commence à y avoir des documentaires sur ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui marche, des documentaires positifs. Et je discutais avec un journaliste qui me disait, mais en fait, le positif, on avait du mal parce que ça ne vendait pas. Le négatif, c'est facile, tout le monde aime râler, tu l'as très bien dit. Par contre, le positif, ça veut dire qu'il faut s'engager, ça veut dire qu'il faut faire des choses. Mais en fait, je crois que les gens sont prêts à le faire aujourd'hui. Et ce changement qu'on voit avec un film comme Demain cartonne, enfin moi je connais peu de personnes qui l'ont pas vu, et tant mieux, je trouve que ça montre aussi que la société est prête aujourd'hui, et peut-être que le futur, c'est une société où l'État ne devient plus qu'un outil pour des citoyens, un outil qui donne des infrastructures, des structures, pour que l'expression citoyenne se fasse dans de bonnes conditions. Et donc en effet, évidemment, l'éducation, ça passe par le plus jeune âge, mais ça passe aussi par éduquer aussi, moi, mes parents. Je me rends compte que je fais un travail d'éducation au quotidien. C'est des vieux marxistes un peu figés. Je leur fais comprendre que voilà, le SS, il y a des choses qui se font. Voilà, c'est toujours un peu complexe, mais je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et petit à petit, on va y arriver. Merci. Cyril, un petit mot de... L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est pas le SS. Ashoka, juste pour terminer, a fait ce documentaire Une idée folle, non, avec Judith Grunbach. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, Une idée folle. Il est en ligne d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en différents volets. Ça peut se regarder 10 minutes par 10 minutes. Et voilà, c'est un très beau travail qu'ils ont fait pour valoriser ces initiatives. Mais effectivement, c'est peut-être un peu bateau de finir par ça, mais en fait, c'est aussi très logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut avoir une société de citoyens responsables, engagés, épanouis, et puis des gens aussi qui participent à faire des choses utiles. Donc faire des choses utiles, en général, c'est faire des choses pour lesquelles on est doué, faire des choses qui correspondent à nos valeurs. Ça passe par une éducation qui le permet dès le plus jeune âge. Or, aujourd'hui, on a plutôt un modèle éducatif qui a tendance déjà à dispenser un savoir extrêmement standardisé. En gros, on utilise une méthode qui est la même pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 10 formes d'intelligence différentes. Et que l'intelligence qui est utilisée dans le milieu scolaire, c'est plutôt celle qui fait appel à l'abstraction, à l'ouïe, à la vue et à l'intelligence logico-mathématique. Et donc, si on n'est pas très doué avec ça, ce qui était mon cas, par exemple, l'école, c'est une torture. Parce qu'en réalité, ça ne marche pas. On ne comprend pas très bien ce qu'on fait là. On ne comprend pas très bien à quoi va servir tous les trucs qu'on nous apprend à longueur de journée. Moi, je me suis rendu compte un peu avec effroi que la plupart des choses que j'ai apprises et dont je me sers aujourd'hui, je les ai apprises après l'école. À part lire, compter, etc. On est d'accord. Je me suis aussi rendu compte qu'un certain nombre de choses, quand je faisais des interviews pour Kaizen, qui est un magazine qu'on a créé il y a quelques années, qui essaie justement de montrer des initiatives un peu positives qui réinventent la société, j'avais fait une interview de personnes qui faisaient l'école à la maison. Et j'avais interviewé la mère et la fille. Et c'était hyper intéressant parce que la mère me disait, mais vous savez, les enfants, ils apprennent, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre.
Comment ça, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre? Il dit, vous, par exemple, quand vous avez appris à marcher, vous aviez un professeur de marche? Je dis, ah non. Et vous aviez un professeur de parole aussi qui vous a appris à parler? Ah bah non. Et quand vous apprenez une langue étrangère, quand vous êtes dans un pays étranger, en fait, ah bah ouais, effectivement, ouais. Donc les enfants, naturellement, non seulement sont des éponges qui ont envie d'apprendre. Quand on a eu des enfants et qu'on est passé par la phase des pourquoi, on s'en est assez rapidement rendu compte. Et on arrive quand même, avec l'école, donc le truc qui est fait pour apprendre des choses, à tuer cette envie d'apprendre. Et moi, j'ai un fils qui a 12 ans, là, qui est en 5e. Et voilà, ce matin, c'était... J'ai pas envie d'aller à l'école. C'est terrible quand même. Donc non seulement on a ça, donc il y a un truc qui a tendance quand même à amoindrir la créativité, à amoindrir l'esprit d'initiative et donc potentiellement l'élan à s'engager. Mais on a aussi une forme d'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. C'est-à-dire qu'on est dans un système extrêmement pyramidal avec un prof qui sait, c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui vous le donne comme ça, et puis il faut le recracher sur votre copie. Vous devez vous taire, rester assis, sage pendant toute l'école. Alors évidemment, je sais que ça évolue maintenant et j'espère. Il y a énormément de profs qui tâchent de casser ça, mais au départ, on vient quand même de là. Et venant de là, on ne permet pas aux enfants de participer eux-mêmes à la société dans laquelle ils vivent, qui est l'école au départ. Moi, ce qui m'a énormément frappé quand on est allé filmer en Finlande, par exemple, c'est que les profs étaient vécus pas comme ceux qui ont le savoir et qui donnent le savoir et qui doivent faire respecter l'autorité, mais ils étaient considérés comme des personnes qui doivent créer des situations d'apprentissage pour les élèves. Donc, comment est-ce que je crée une situation pour que des élèves puissent avoir envie d'aller chercher un savoir et se l'approprier par plein de moyens différents? Et ce savoir, ils peuvent aller le chercher chez le prof, effectivement. Ils peuvent aller le chercher chez un copain. Truc de base. Mais quand même, on est en train de parler d'un sujet, vous n'avez pas compris, en France. Vous n'avez pas le droit de parler à votre copain. Donc, a priori, vous allez sortir du truc, vous n'aurez toujours pas compris. Si vous n'avez pas un parent qui est chez vous, qui va vous aider pour faire votre devoir et qui vous l'explique, le jour du contrôle, vous n'aurez toujours pas compris. Vous aurez une mauvaise note. Éventuellement, après cette mauvaise note, vous vous direz que vous êtes nul, parce que vous n'avez pas compris. Et donc la fois d'après, comme vous dites que de toute façon vous êtes nul et que vous comprenez rien à ce truc-là, ça va encore moins bien rentrer. En Finlande, ils ont le droit de se retourner vers leurs copains et de dire « Dis donc, le truc là, j'ai pas compris ». Et en fait, leur copain qui a le même âge qu'eux, avec le même langage et un peu la même façon de penser, leur explique. Ça dure 2 minutes, ils ont compris. Et le jour où il y a une évaluation, bien qu'il y ait assez peu d'évaluation sur le modèle de ce qu'on a ici, potentiellement l'enfant va savoir et il ne va pas rentrer dans cette espèce de spirale négative de se dévaluer lui-même et de se construire une image négative. Et puis, potentiellement, il va être un des membres de la communauté qui va pouvoir apporter le savoir, qui pourra aussi être apporté par des livres, par Internet, par des expériences, etc. etc. Et ça crée des êtres humains qui, potentiellement, sont plus libres, sont plus épanouis, ont plus confiance en eux, donc ont plus l'esprit d'initiative, et sont habitués à ce que l'autorité, ça ne soit pas quelqu'un qui dise à tout le monde ce qu'il doit faire, mais que ça soit quelque chose qui se construit dans un groupe. Et donc, quand ils arrivent dans la société, quand ils se mettent à travailler dans des entreprises ou quand ils se mettent à devoir s'impliquer dans la politique, ça leur paraît assez légitime que ça soit la même chose. Dernier petit exemple, et après je m'arrête, mais je vais projeter le film en Suède. Et j'ai deux gars qui viennent me voir, cinquantaine, on sent un peu qu'ils doivent être ou chefs d'entreprise ou travailler dans des entreprises, etc., qui me disent écoutez, on en profite pendant que vous êtes là, comme vous êtes français. Nous, on a un truc qu'on ne comprend pas très bien en France dans votre façon de gérer le conflit social. Je dis ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, ça se passe bien en France. Ils me disent nous, en Suède, on a 2 syndicats, essentiellement. Et on a 50% des salariés qui sont syndiqués. Donc c'est énorme. Donc quand le gouvernement veut faire passer une mesure, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il appelle les syndicats de façon secrète, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les journaux, et ils discutent. Bon, les gars, comment on fait? Comment on pourrait faire pour que ça marche pour tout le monde? Ils arrivent à une solution, et une fois que cette solution a été déterminée par la concertation, ils le communiquent aux médias. Ils disent, et vous en France, on dirait que vous faites le contraire. C'est-à-dire que le gouvernement dit, on va faire ça, les syndicats disent,
personne nous a consultés, tout le monde dans la rue, tout le monde va dans la rue, et une fois que c'est le bordel dans la rue, dit bon, allez, on discute. Ils disent et vous vous étonnez que ça marche pas, mais vu de l'extérieur, c'est assez normal que ça marche pas. Et je me disais ouais. Autre exemple au Danemark. Au Danemark, ils votent au Parlement pour sortir des énergies fossiles en 2050 pour le pays. Et c'est voté au Parlement à l'unanimité moins 3 voix. Alors là, je leur dis, les mecs, c'est de la science-fiction, parce que nous, on fait ça. Si c'est la gauche qui propose, la droite dit, ah bah non, moi, je vais pas le faire, c'est la gauche qui propose. Si la droite le fait, la gauche va dire, ah non, nous, on va pas voter un truc de droite. Et eux, ils me regardent avec des yeux, mais écarquillés, en disant, mais vous êtes des fous, quoi. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est pas un truc de gauche et de droite. C'est un truc qui met en péril l'humanité. Donc, nous, en fait, on se dit, on va ensemble voter pour faire en sorte d'avoir une politique pour le pays, pour tout le monde, les gens de droite et de gauche, qui, a priori, mourront tous si le changement climatique s'aggrave. Moi, je ne peux pas mourir, je suis de gauche. Ah oui, je n'ai pas voté cette loi. Ah d'accord, bon, vous ne mourrez pas, vous. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Et donc, tous ensemble, on va voter ce truc-là pour que ça fonctionne. Idem en Finlande. En Finlande, ils ont changé leur modèle éducatif parce que ils ont commencé dans les années 70 à voter une transformation profonde du modèle qui a ensuite été mise en œuvre par tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique. Parce que l'éducation n'est pas un truc de droite ou de gauche. Et ça, aujourd'hui, si tu veux, si on n'éduque pas les enfants dès le début, comme dans des écoles, l'école du Colibri, par exemple, dans la Drôme, ou cette école Living School à Paris, etc., si on apprend la coopération aux enfants. On leur apprend à le faire. On leur apprend pas, il faut que tu sois le meilleur, que tu es 20, parce que tous les autres, ils vont se battre pour être le meilleur, et il y en a que quelques-uns qui seront pris dans telle école de médecine ou de trucs ou de machin. Donc c'est la jungle, mon gars, faut te battre, et les autres, tu les niques, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. À partir du moment où c'est ça le modèle sur lequel on s'appuie pour construire une société, il ne faut pas tellement s'étonner après que les gens aient du mal même à dire bonjour à quelqu'un qui est dans la rue et qui n'a pas à manger. Et oui, donc du coup, comme on disait, le drinche, ça va être pas de dranche. Juste, je vais vous donner la parole. Si vous voulez prendre la parole, il y a un micro qui va circuler parmi vous et je vous demanderai de vous lever et d'être concis dans vos questions. Juste un petit conseil de lecture pour compléter justement ces histoires d'école. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué sur l'éducation qui a été écrit par un éducateur nature qui habite dans les Pyrénées et qui s'appelle Louis Espinassous. Qui s'appelle Pour une éducation buissonnière et qui lui ajoute en plus cette dimension nature, parce que je pense qu'on est dans une société de plus en plus urbaine, chaude, dans les grosses métropoles, avec des tablettes de partout, et on a beau faire du Montessori ou du Freinet, il y a aussi besoin d'aller dans la nature parfois pour juste comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous donne la parole. On a, je pense, 15 minutes devant nous. Je ne sais pas qui a le micro, juste si quelqu'un peut m'aider. Ouais. Ah, on a tous les micros, d'accord. Alors, il faudrait qu'on en fasse circuler un. Merci Cyril. Donc, je vais prendre peut-être les 2 questions qui sont là. Et voilà, on va prendre les 2. Puis, levez-vous pour juste dire, voilà, je suis. Et, voilà, c'est possible. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Justine, donc je suis citoyenne engagée et bénévole papillon depuis à peu près 1 an, donc on va dire assez jeune. Pendant mes pérégrinations, je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait bien pour que les gens se parlent et fassent ensemble, c'est effectivement un prétexte. Ayant arrêté de fumer, la cigarette, ça marche plus. Je me suis rendu compte que le chocolat, ça marche pas mal. On a parlé de micro-brasserie, on a parlé de ramasser des crottes de chien, on a parlé de plein de choses comme ça. Moi, ce à quoi je m'intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est lieux non formels, en fait, qui sont ni les lieux formels type mairie, travail, ni la maison, donc informelle. Et en fait, ma question, c'est quels sont les lieux non formels que vous imaginez pour en fait que les gens se mobilisent, sachant que je pense aussi beaucoup à la campagne, puisque les hackerspace, les Fab Labs, etc., ça marche bien aujourd'hui dans des villes comme Paris, Bordeaux, etc. Mais quand on est dans des zones très rurales, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Une question sur les lieux, une question juste derrière et une devant après.
Moi, c'est un commentaire et une question. Le commentaire, c'est sur les associations qui doivent faire des choses ensemble. Sur la question financière, notamment, il faut savoir que les assos sont financés à la moitié par des financements publics et 3/4 de ces financements sont financés par le biais de mise en concurrence entre les par le biais d'appels à projets. Donc déjà, il y a une concurrence interne dans le secteur associatif. Un exemple magistral, c'est le secteur médico-social, où là, c'est pas 75%, mais 100%. Donc après, c'est difficile de faire des choses ensemble quand il n'y a pas de sous ou quand Mais ça, c'est un volet politique. Moi, je voulais revenir, présenter... Enfin, tout à fait d'accord avec toi, ce que tu as dit, Cyril. Sur le côté la démocratie ou l'écologie ne sert à rien. Moi, les meilleurs exemples... Enfin, ça ne sert à rien en termes d'engagement. Enfin, de mon point de vue, la démocratie représentative ne sert pas à grand-chose. Mais c'est génial, tout à fait. Mais sur le côté, ce sont les sujets concrets. Je prends toujours l'exemple de la révolution des droits civiques de Martin Luther King. Martin Luther King sans Rosa Parks, donc sans juste une nana qui dit non à un blanc dans un bus, ce qui n'est pas un acte ultra, difficile à comprendre. Il n'y a pas le boycott des bus, il n'y a pas tout ça qu'il y a derrière. Pareil pour les révoltes du sel, de Gandhi, etc. Et là, moi je trouve, et j'aimerais avoir un peu vos point de vue là-dessus, c'est que quand on observe bien ces mouvements, ce qui fait que ça a marché, c'est le fait que ce soit un truc très précis, et surtout c'est que c'était, alors désolé, je vais peut-être un peu vulgaire, c'est que ces deux mouvements étaient des usines à formation. C'est-à-dire que par le biais de la religion ou par le biais des différents collectifs dans ces deux mouvements, les gens étaient formés continuellement aux techniques de non-violence par le biais de la pratique, et que c'était ce biais-là qui permettait de fédérer les différents types de personnes. Et peut-être c'est un des problèmes qu'on a dans nos collectifs à nous, etc., c'est que faut former les bénévoles. C'est pas seulement sur l'engagement en tant que tel, mais il faut former les gens si on veut avoir une transformation sociale. Et le problème, c'est que avant, c'était une société compliquée. On est dans une société qui est très complexe, qui est très reliée. On n'est pas éduqué à ça. Comment on fait pour former les bénévoles, les gens, à la complexité et à nos différents réseaux. Voilà. Désolé si j'étais trop long. Et il y avait une dernière petite question qu'on va prendre là devant. Oui, c'est vous, excusez-moi. Hop. Et après, je vous redonne la parole pour répondre. Oui, moi, la question que je me pose, c'est au sujet des boîtes à dons. Parce que la boîte à dons, je trouve que c'est merveilleux comme idée. Mais mon problème, c'est de savoir où est-ce qu'elle est mise. Parce que si elle est mise dans le hall en bas, est-ce que les gens qui ont besoin de ce qu'il y a dans la boîte à dons vont passer la porte pour aller fouiller dedans? Et là, j'y pense parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'association Accomplir sur le 1er arrondissement. Alors, c'est une association qui a fait énormément, et entre autres choses, pour les SDF, elle leur a créé une halte garderie, entre guillemets. C'est un endroit où ils peuvent déposer leurs affaires et aller, par exemple, à une visite d'embauche, sans risquer de se faire piquer tout ce qu'ils ont. Et en plus de ça, ils mettent à leur disposition des ordinateurs de façon qu'ils puissent, sur Internet, rechercher du travail et rentrer dans le lien social. Ça, c'est deux petites choses de ce qu'ils font, qui est ce qui m'a énormément marqué. Et c'est justement en pensant à ce problème des gens, est-ce qu'ils vont rentrer pour venir fouiller dans la boîte à dons? Merci. J'ai bien noté. Donc, il y avait la question des lieux. Et là, encore une question de lieu, indirectement. Où est-ce qu'on place tout ça? Et puis après, il y a la question posée par Pierre. Je peux répondre rapidement sur la boîte à dons. Effectivement, ici, là, c'est un espace de passage quand même, la Maïf Social Club. Mais nous, les boîtes à dons qu'on construit, elles sont dans l'espace public. Elles sont notamment dans le 12e arrondissement, place Félix-Éboué. C'est une grande boîte à dons qui est juste à côté d'un métro, à côté d'un marché. Il y a une rang de passage.
Le garde-manger solidaire qu'on vous a montré, il est aussi sur l'espace public, le frigo solidaire aussi. Donc effectivement, ce sont des lieux dans lesquels les citoyens peuvent aller sans rentrer dans un espace clos, participer, enfin déposer des objets, en prendre. Donc, là, c'est une boîte à dons qui est effectivement dans un lieu, mais qui est aussi un lieu dans lequel les citoyens peuvent venir de temps en temps. C'est pas fait pour les habitants, on va dire, du quartier, parce qu'effectivement le soir c'est fermé, mais toutes nos autres boîtes à dons et les autres dispositifs comme ça sont dans l'espace public. Ce que je voulais dire, c'est que dans un lieu comme ici, ils n'oseront pas rentrer. Si c'est dans un lieu public, c'est pas. Il y a bien des gens qui rentrent. Hein. Oui, non, mais seulement le SDF, il va pas rentrer là. Mais les boîtes à dons sont pas que pour les SDF, en fait. C'est oui, non, mais je parlais des gens qui en ont le plus besoin. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, et toutes les autres qu'on a construites, elles sont dans l'espace public. Je sais qu'il y en a beaucoup en Belgique, ils appellent ça les gift box, et qui les ont pas forcément laissés dans les espaces non plus publics sur des places. Ça posait des problèmes. Donc ils les ont mis dans des espaces qui sont ouverts au public en journée et fermés la nuit. Parce qu'ils avaient des problématiques aussi après de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on vole, qu'est-ce qui est pris. Enfin, il y a des choses qui étaient dégradées. Donc c'est vrai que vous posez une vraie question en fait, sur comment ça fonctionne en pratique et qui y a accès. Donc ils avaient mis ça dans les halls de mairie ou dans des espaces ou de passage, mais qui peuvent être la nuit fermés. Ceci dit, vous avez parlé des livres. Il y a un système qui, dans Paris, fonctionne extrêmement bien. C'est Circule Livre. Oui. Ah ouais. Ça se développe bien ça, aussi. C'est quelque chose de quartier, mais ça fonctionne très très bien. Ouais. Enfin, au moins dans le quartier dans lequel je vis, premier, deuxième. On va répondre Je rebondis questions. aussi sur Merci. la question, là particulièrement des frigos solidaires, parce qu'on en a mis en place avec Cap chez un commerçant du Carillon dans le 18e arrondissement. Et c'est vrai qu'il y a des frigos solidaires qui sont nés depuis quelques temps, particulièrement à Berlin. Ça avait fait un peu de buzz à l'époque. C'était vraiment sur l'espace public. Et là, ils se sont rendus compte, évidemment, ils ont enlevé la plupart des frigos. Parce qu'il y a des problèmes d'hygiène et d'entretien, ce qui est assez logique. Et là, du coup, on a eu l'intelligence de faire ça chez un commerçant qui le sort le matin, qui le met vraiment sur l'espace public, qui gère un peu les sujets d'hygiène, qui peut expliquer, faire de la sensibilisation. Il y a tout un petit carnet où les gens peuvent laisser exactement ce qu'ils veulent mettre dans le frigo. Et du coup, c'est un espace assez neutre aussi pour que les personnes puissent récupérer les choses. Et je pense que du coup, je rebondis sur la question de la demoiselle. C'est vrai que moi la réponse à votre question, quels seraient ces lieux, ni formels ni informels, qui appartiennent à tous, forcément, ma réponse serait la rue. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de se réapproprier la rue. C'est ce que fait Capopa Cap. Aujourd'hui, la mairie de Paris, et là je dois le souligner, aujourd'hui, permet une certaine flexibilité aussi là-dessus, quand c'est des initiatives citoyennes, associatives. Heureusement, elles ne permettent pas à toutes les grosses boîtes de vendre des produits dans la rue, mais en tout cas, elles nous permettent à nous de tester des choses. C'est un espace qu'il faut se réapproprier. Il y a des associations qui naissent. Il y en a une, l'objectif, et c'est vraiment 100% bénévole, c'est retrouvons-nous à telle date dans la rue et partageons un repas. C'est complètement informel, chacun ramène ce qu'il veut, c'est en pleine rue. Alors, ça ne respecte pas tout à fait ce que la préfecture préconise, voilà, mais c'est une façon de se réapproprier, c'est une façon de se rencontrer dans un lieu en effet tout à fait neutre, ce qui facilite les échanges. Ça casse le côté institutionnel, ça casse le côté un peu marque qu'on a en mairie ou dans une asso. Voilà, on est tous un peu au même niveau. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans un milieu urbain, forcément, pour moi, c'est la rue qui permet ça. Si en tout cas, on n'a pas accès à des milieux plus ruraux. Et pour la question de Pierre, je n'ai pas la réponse. C'était très complexe, mais c'était une très bonne question. Je pense que tes exemples sont des exemples de sociétés aussi peut-être un chouïa plus en friction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de friction sur des sociétés comme les nôtres, mais peut-être que ces points de départ dont tu parlais, qui sont des moments vraiment d'indignation qui peuvent créer justement un mouvement, en tout cas être un petit peu mettre le feu aux poudres, c'est plus complexe de les activer dans nos sociétés à nous. Et pour la question de la formation, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'outils aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des MOOC, des systèmes de formation en ligne hyper simples, hyper légers. On a le digital. Je pense qu'en fait, on peut certainement beaucoup plus former rapidement les gens aujourd'hui. Il faut certainement s'en donner les moyens. Je pense que la rencontre est importante aussi, tu as raison. Mais voilà, il y a des outils aussi. Et nous, on a aussi beaucoup à apprendre. Chez Cocarillon, on fait de la formation perpétuelle. Toujours, on vulgarise aussi. Parce que le problème, c'est que les formations, parfois, sont extrêmement lourdes. Moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge. Je vous assure que les formations, c'est 8 heures le dimanche avec des slides des années 80. C'est un petit peu violent. Nous, on fait des formations en soirée de 2 heures avec des personnes sans domicile, dans le faire avec des partenaires. On vulgarise l'info, on démystifie complètement le monde de la rue parce qu'on veut permettre aux citoyens d'aller vers les sans-abri. Donc, la première chose, c'est déjà de casser tous les peurs, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se construire autour de ça. Des remarques, Cyril, ou on passe à un autre round de questions? Ouais.
Alors, il y en avait une là, une ici, et après là. Oui, alors moi je voulais juste réagir un petit peu. Alors j'ai trouvé le débat, du moins vos propositions très intéressantes, où je reste un tout petit peu partagé par rapport à ce que tu disais, Cyril. Alors déjà faire les comparaisons des systèmes éducatifs, bon, c'est intéressant parce qu'on peut puiser dans le système anglo-saxon, dans le système scandinave, qui n'est pas du tout la France, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable au nombre de populations, par rapport à la situation géographique, par rapport au melting pot. Et je sais un tout petit peu de quoi je parle parce que j'ai été aussi enseignant en Seine-Saint-Denis, qui est vraiment un carrefour très intéressant, et on peut pas faire les mêmes choses quand on a des enfants qui débarquent, qui savent pas du tout le français, qu'on doit intégrer, etc. Et je pense pas qu'il y ait les mêmes problématiques dans le système scandinave, ou différemment. Peut-être en Suède, où effectivement il y a une population maghrébine qui est plus importante, pour dire qu'effectivement, et ça pour montrer du doigt, mais au contraire pour dire qu'on peut pas enseigner de la même façon. Et j'ai presque aussi envie de dire que la citoyenneté dont tu parlais à l'école, il y a des exemples, on parlait de Freinet, on parlait de la pédagogie institutionnelle, Philippe Mérieux dans les années 80-90 qui proposait justement, lui en tant qu'enseignant dans un lycée professionnel, il a fait des choses très intéressantes. Il a même été aussi, je crois que c'est Mitterrand qui lui avait donné aussi un rôle assez important sur l'état de l'école ou du système secondaire. Donc ça, il y a des choses qui se font. Alors c'est vrai que l'école, on a tendance à un petit peu taper dessus. Alors c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'il y a la liberté pédagogique qui est pratiquement un truc unique au monde. Tous les autres pays nous envient cette liberté pédagogique, mais n'oublions pas que qui fait les programmes, si c'est pas le pouvoir politique en place, qui les décide, si c'est pas une nomenclatura qui les enseignants lambda, de temps en temps on leur dit vous avez participé, que vous en pensez, tout ça, bon après on s'en fiche un petit peu, mais moi j'ai presque envie de dire en t'entendant qu'il y aurait peut-être des passerelles qui seraient peut-être intéressantes à faire entre justement le monde associatif et effectivement l'éducation nationale, qui est une machine de guerre quand même, parce que c'est un truc très lourd. Qui est un ministère très lourd. Juste une autre question ici, je vais vous demander de vous lever et d'être un peu rapide, parce que sinon on n'aura pas le temps de trop développer les réponses. Alors du coup, Maëva, donc étudiante en médiation culturelle, et j'ai 3 petites questions, donc très rapides. Je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais du coup, on parle beaucoup d'emploi local. Mais ce que je me dis, c'est que les grosses entreprises créent aussi de l'emploi localement. Enfin, elles créent aussi de l'emploi chez nous. Enfin, voilà, on peut pas se dire. Enfin, voilà, c'est ça ma question. C'est est-ce qu'on vire tout et est-ce qu'on refait des petites supérettes et du coup il y en a 20 000 par quartier, ou est-ce qu'on n'arrête pas tout, et donc dans ce cas-là, comment faire? Une autre petite question sur le fait de, bien sûr, pour changer, il faut que ça soit citoyens, élus et entrepreneurs qui marchent ensemble. Mais par exemple, il y a l'affaire du 07 en ce moment avec donc Solidarité SIDA qui en a parlé. Ça prend longtemps, toujours pas de réponse. Voilà. Donc même si on le fait ensemble, est-ce que ça fonctionne? Et une autre question sur l'élan à s'engager. Je me demandais comment on pouvait décider ce qui était le plus urgent à faire. Voilà. Oui, grosse question. Oui, allez-y, je vais vous passer le micro. Tu notes là? Oui, je note. 9, c'est tard. Bonsoir, alors, je m'appelle Amandine et je travaille en politique dans un parti qui va très mal sur les questions européennes. Alors pour moi c'est très intéressant, j'essaye de... Voilà. Est-ce que ça commence par parti et ça finit par socialiste? Un peu oui, ouais, mais je reste anonyme, voilà, ça fait rigoler les gens. Moi je voulais vous poser une petite question sur, en fait pour moi qui est une grande question sur la démocratisation de l'engagement. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé cette année, avec 12 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, sans la nommer, je pense qu'il y a une réelle crise du vivre ensemble. J'entends toutes ces initiatives. Je trouve qu'elles sont merveilleuses. J'ai d'ailleurs demandé moi-même
à notre ancien premier secrétaire qu'il regarde demain. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais voilà, j'ai l'impression que tout ça est très restreint, en fait. Et je voulais savoir donc, comment vous comptez justement démocratiser tout ça. Et parce que je vois aussi les bonnes solutions qui viennent des pays scandinaves, mais je vois aussi que les populistes sont très présents là-bas. Et du coup, c'est pas suffisant. Enfin, voilà. Donc, merci. Alors, je résume. Sur l'engagement, il y a 2 questions. 1, par où commencer, si on devait choisir une priorité, et comment faire pour démocratiser et prendre de l'ampleur. Il y a une question sur l'emploi local. Quelque chose sur... j'ai pas tout compris sur le 07, Solidarité CISA, changer... Enfin, c'était la collaboration entre élus, entrepreneurs, associatifs. Dire que là, ça marche pas pour ça. le CAD 07. Et après, il y avait une remarque sur l'éducation. Je sais pas si vous voulez qu'on revienne dessus, mais voilà, elles sont posées à vous 3. Je vous laisse prendre le micro. La France était engagée à investir 0,7% de son PIB dans l'aide au développement. D'accord, oui, et que ça ils sont en train de revenir dessus. Oui, on est d'accord. Voilà, je vous laisse le micro, vous répondez, puis après on sera obligé de conclure parce que j'ai un timing à respecter. Alors, moi j'essaie de faire... tout m'a intéressé dans ces questions. Sur l'éducation, manque de bol, dans l'école où on a été tourné en Finlande, il y avait 50% d'enfants qui venaient de pays étrangers qui ne parlaient pas la langue. Et en réalité, ils ont justement des modalités et des mécanismes qui permettent d'accompagner ça. Donc il y a notamment des profs dont le but est d'aller... Donc d'abord, quand ils ne parlent pas du tout la langue, ils sont dans des classes séparées, où ils apprennent un peu la langue jusqu'à ce qu'ils puissent au moins un peu suivre avec les autres. Et pendant qu'ils suivent avec les autres, ils ont des profs qui sont spécifiquement dédiés, on en voit d'ailleurs dans le film, à leur traduire quand ils ne comprennent pas. Donc ils sont là pour ça, en plus. Donc parfois, on se retrouve dans des classes avec 3 profs. Si vous regardez en fait l'investissement, c'est-à-dire la part du PIB qui est investi notamment en Finlande pour l'éducation par rapport à la France, honnêtement, il n'y a pas une grande différence. En revanche, le système est beaucoup plus décentralisé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y a beaucoup moins d'administration. Il y a beaucoup moins de gens qui sont payés à contrôler si les autres font bien leur travail ou pas. Et ça change tout en fait. C'est ce qu'il nous disait, c'est un modèle qui est basé sur la confiance. C'est-à-dire que le ministère fait confiance aux autorités locales, qui font confiance aux directeurs d'établissement, qui font confiance aux profs, qui font confiance aux élèves. C'est les chefs d'établissement qui constituent leurs équipes eux-mêmes. Les profs ont vraiment la liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'inspecteurs qui viennent les voir. Quand je leur disais, est-ce que vous avez des inspecteurs, ils m'ont rayonné, quoi, en me disant. En France, ça change aussi. Ça change. Honnêtement, pour avoir discuté avec énormément de profs qui sont profs depuis un bon moment, il y en a un bon paquet qui me disaient, bon, il faut qu'on fasse gaffe parce que si un jour je suis inspecté, etc., ça va quand même pas super bien se passer. Donc il y a quand même cette culture à un moment. Et puis il y a un autre problème qui est la formation, c'est-à-dire la formation pédagogique. Former à justement différents types de pédagogie. Donc ça commence à se faire, mais ça commence à se faire de l'initiative des enseignants souvent. C'est-à-dire que les enseignants vont eux-mêmes se former. Mais évidemment, mais sauf que on regarde un peu... et on va pas avoir le débat trop longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne, quoi. Et là, si on regarde en France, ça donne quand même une société qui attend quand même beaucoup d'une autorité extérieure qu'un certain nombre de décisions soient prises. Beaucoup plus que dans un certain nombre de pays, notamment, on parlait des pays anglo-saxons qui ont plein de défauts, mais en revanche, où l'initiative individuelle est beaucoup plus développée. Et c'est pas, à mon avis, totalement un hasard si dans l'éducation anglo-saxonne, ils mettent énormément l'accent sur l'initiative dès le plus jeune âge. Et ils encouragent, parfois de façon excessive, et nous, ça nous fait rigoler quand dans les écoles américaines, ils font « Oh, it's great, oh, you're wonderful, oh, wow !» Mais en même temps, ça construit un truc de confiance en eux qui est intéressant sur certains plans, et pas sur tout. Bon, bref. Mais en tout cas, je suis d'accord que tout n'est pas réplicable de façon... on ne peut pas faire du copier-coller, mais je pense qu'il y a énormément d'ingrédients dans ces pays-là et dans ces pédagogies-là, qui existent effectivement depuis longtemps. Montessori, c'est début du XXe siècle, qui serait très intéressant à réappliquer et surtout de décentraliser, quoi, de décentraliser. Et pour moi, c'est la même chose avec ce que vous disiez sur les emplois locaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus jamais de grandes entreprises. Le problème aujourd'hui, c'est trop de concentration de pouvoir et d'argent dans trop peu de mains. 8 personnes qui possèdent autant que 3,6 milliards, ça ne marche pas en fait.
Et ces grandes entreprises, telles qu'elles sont construites aujourd'hui, de façon très pyramidale, avec des actionnaires, avec ce côté transnational, c'est-à-dire on met des succursales dans tous les pays qui vont pomper l'argent comme ça et le faire remonter par capillarité vers le haut, et ensuite qui est réinvesti dans l'entreprise, et parfois, quand c'est Bill Gates, dans d'autres trucs, mais qui sont discutables aussi, parce que si c'est pour acheter finalement des OGM à Monsanto pour nourrir les Africains, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Et c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est qu'on puisse avoir du pouvoir sur notre économie. Donc qu'il y ait un certain nombre de grandes entreprises, mais que dans ces grandes entreprises, la gouvernance change. Ça me paraît intéressant. Qu'il n'y ait pas que des grandes entreprises, mais qu'il y ait un véritable écosystème avec quelques grandes, des moyennes, des petites, etc., pour que l'économie soit suffisamment enracinée. Je vous donne un exemple simple. Il y a eu des études qui montrent que quand le siège social d'une entreprise est très loin par rapport à une usine, par exemple, l'entreprise va avoir tendance à avoir des rejets toxiques de son usine dans l'environnement beaucoup plus importants. Parce que vous, votre siège social, il est, je dis n'importe quoi, à Seattle, puis votre usine, elle est à Roubaix. Et donc, en fait, les rejets de matières toxiques, c'est simplement une ligne dans des rapports ou sur un tableau Excel. Alors que si vous habitez à Roubaix et qu'il y a des rejets toxiques à Roubaix, c'est chez vous, quoi. C'est là où vous habitez. Et puis, il y a des gens de votre communauté qui peuvent venir vous voir en disant « dis donc, Coco, là, le truc que vous êtes en train de rejeter dans les rivières, c'est normal, on fait quelque chose, on arrête ?» Donc, situer les choses, les enraciner quelque part, ça a vraiment un intérêt, même si c'est pas une vérité en soi. C'était quoi les deux autres? Engagement. Comment est-ce qu'on fait pour démocratiser l'engagement, et quelles seraient les grosses priorités? Dans les priorités, c'est intéressant. Là, c'est ce que je disais à Anne-Sophie tout à l'heure. On est par exemple en train de publier un bouquin d'un Américain qui s'appelle Paul Hawken, qui a fait une sorte de guide des 100 meilleures solutions contre le changement climatique classées. C'est-à-dire où des scientifiques ont fait un certain nombre d'études pour voir l'impact que ça aurait, et donc les choses qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc ça, c'est intéressant, en fait, même de le faire à son échelle, c'est de se dire... donc ça demande un petit peu de recherche, effectivement, hein, mais de se dire, ok, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact dans ce que je fais? Et moi, je vous donne juste un truc, et je finirai là-dessus. Moi, ce qui me paraît le plus important dans ce qu'on fait, c'est de ne pas se dire forcément que notre engagement, c'est quelque chose de contingent à notre vie. C'est-à-dire, on vit notre vie, on va en vacances aux Seychelles, on va faire les courses au supermarché, on travaille chez Carrefour, je sais pas, ou chez Areva, voilà. Et puis le week-end, on fait des crêpes pour Alternativa, et puis on va aussi un petit peu de temps en temps donner un peu de temps avec des SDF, et c'est super génial. Parce que ça marche pas, parce que ça veut dire je travaille chez Areva mais j'y vais en vélo. Ah bon, ça va alors, si vous y allez en vélo, c'est bien. Non, le problème en fait, c'est peut-être que vous travaillez je sais pas, chez McDonald's, c'est peut-être plus chez McDonald's, chez Monsanto, ça c'est un problème. J'ai un ami il y a quelques années qui me disait qui venait me voir parce qu'il lui il travaillait chez Thales. Non, il travaillait chez Safran, pardon, qui est la partie qui est la partie militaire de Sagem. Et son boulot, en fait, c'était de faire des trajectoires, des tours qui calculent les trajectoires pour les missiles. Donc, il travaillait pour les Israéliens pour être sûr que le missile tombe bien au bon endroit. Et lui, il est hyper catho. Et moi, on a été élevés ensemble dans une petite ville des Yvelines, très catho, etc. On allait à la messe, on était enfants de cœur, blablabla. Et donc, il fait une éducation catho pour ses enfants. Et donc, son fils, qui s'appelle Quentin, quand il était petit, il lui lisait des histoires en lui disant ça, en lui disant... voilà, en lui passant ses valeurs, qui sont vraiment ses valeurs. C'est vraiment un type hyper généreux, super chouette, etc. Et un jour, il m'appelle et il me dit est-ce que dans ton assos, vous faites du bénévolat? Je dis pourquoi parce que tu voudrais venir faire du bénévolat? Je dis ouais, ça me travaille et tout. Je dis mais ton problème, c'est pas de venir faire du bénévolat pour une association. Ton problème, c'est ce que tu fais. Il dit en fait, je lisais hier soir une histoire à Quentin, et c'était l'histoire de Noé. Et puis ça se finissait par et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rendre le monde plus beau? Il a repensé à sa tour de missile et il a eu un petit moment de solitude. Donc, ouais, mais c'est ça. C'est là où on passe le plus clair de notre temps. On y passe 8 heures par jour pendant 40 ans. C'est là où on met l'essentiel de notre énergie. Imaginez si... Et ça, évidemment, on est enfermé là-dedans. On est enfermé par ces logiques de salaire pour survivre. En gros... Dès l'école, je suis désolé, mais malheureusement, dès l'école, on apprend qu'il faut bien travailler à l'école pour trouver un emploi, pour avoir un salaire, pour pouvoir survivre. C'est moins vrai quand même, parce qu'on sait bien que même les grandes écoles, nos étudiants ont du mal à trouver des boulots, ils vont même en Australie pour ceux qui font des écoles de commerce.
je vous assure qu'on fait un sondage demain. On va dans une classe, moi j'ai 2 enfants qui sont à l'école. On fait un sondage dans une classe 12 ans, 13 ans. Vous leur demandez. Et je suis sûr qu'ils vont pas vous dire, moi, ce qu'il faut, c'est que je fasse le truc dans lequel je m'épanouis, qui a du sens, qui va sauver la planète. Oui, mais ce que je veux... Évidemment, il n'y a pas que les enseignants. Mais bon, pour bref. en parler autour d'un verre En tout cas, cette société-là, et c'est pas que l'école. L'école, c'est le reflet de la société. Cette société-là nous pousse à ça. Et donc, comme il faut travailler pour avoir un salaire, on est prêt à faire un peu n'importe quoi parfois. Et c'est quand même très, très, très fréquent qu'on demande aux gens ça te plaît ton boulot? Et puis que les gens fassent ouais. Mais c'est les mêmes à qui on demande comment ça va le lundi matin et qui disent comme un lundi. Parce qu'en fait, ils attendent le week-end. Puis ils attendent après les vacances et puis la retraite. Et qui, dans le fond, quand vous travaillez dans un bureau chez Accor, par exemple, dans le fond, vous en avez un peu rien à foutre de savoir si Accor va faire une croissance à 2 chiffres l'année prochaine. Vous en foutez un peu, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est surtout le salaire que vous allez avoir à la fin du mois. Donc, pour moi, le truc qui change, je suis désolé, je suis bavard, c'est comme ça, il n'est pas invité. Le truc le plus puissant à faire, en termes d'impact, et le plus urgent, c'est de se dire, ok, c'est quoi, moi, le truc pour lequel j'ai du talent? C'est quoi le truc qui me passionne dans la vie? Et comment je fais ça? Et comment je fais ça au service de construire une société dans laquelle j'ai envie d'habiter? Et pas simplement se contenter de l'engagement le week-end ou à 19h. Merci beaucoup. Oui, Xavier? Non, mais je ne vais pas en rajouter. Je vais revenir un petit peu à quelque chose de terre à terre pour répondre un peu à la question de la dame. En fait, je ne vais pas du tout répondre à votre question. Par contre, on est allé dans le Marais, on a vu votre local du Parti Socialiste, là, rue François Miron, et on leur a proposé de rendre des services aux SDF. Parce qu'il n'y a pas que les commerçants dans notre réseau, mais on attend toujours la réponse. Donc je veux bien que vous vous renseigniez un peu là-dessus. Merci. Est-ce que le Maïf Social Club, d'ailleurs... Vous pouvez rendre des services si vous voulez. Vous êtes en pied d'immeuble. C'est le message aux équipes, alors aussi. Du coup, sur ces questions, voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin, du coup, parce que je vais demander un petit mot de conclusion, puis après, je vais donner la parole à Julien. Non? Ok, alors Julien, je te laisse conclure. Pour conclure, simplement pour répondre à la question, par où commencer? C'est un peu de la pub, mais pourquoi pas aller sur la carte de Kapupacap, de rentrer son adresse et de regarder ce qu'il y a autour de chez soi, de se demander ce qu'on peut faire et ce qu'il n'y a pas aussi, et pourquoi pas commencer par là. Et bien en plus, ça me fait une belle transition parce que ce soir, vous avez organisé une disco salade. Alors, j'imagine que vous avez entendu parler des disco soupes. Levez la main, ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai eu. Alors, le principe, c'est d'aller chercher les rebus alimentaires, ce qui reste à la fin des marchés, à Rungis, dans les grandes surfaces, ce qui est jeté d'ordinaire. Donc, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, certains ont eu l'idée de se dire, on va récupérer tout ça et puis on va le cuisiner dans un espace public avec de la musique et on va s'amuser à faire une grande soupe qu'on va tous partager ensuite. Et donc, ça s'est décliné en disco smoothie, disco salade. Et donc, ce soir, Kapupacap vous propose donc disco salade. Il y aura un petit verre à boire. Et disco smoothie aussi. Voilà, je savais même pas. Et donc il y a aussi un concert du groupe. Attendez, je vais vous retrouver le nom. Je l'ai noté tout à l'heure et je l'ai pas retenu. Si je vous le dis, je vais m'en mêler les syllabes. Voilà, donné par Talaronda. Donc voilà, vous allez pouvoir guincher et manger un petit peu. Merci à tous les trois pour ces échanges. Merci pour votre engagement et merci à vous pour votre écoute. Bonne fin de soirée.